Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Raphaël Arnaud, militant antifasciste, cofondateur de la Jeune Garde et député Nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse. Alors Raphaël, c'est quelqu'un qui fait très peur aux vieux de droite à l'Assemblée. Si on en croit un article du Point, certains élus d'opposition se seraient plaints de l'avoir croisé, je cite, l'œil menaçant comme prêt à en découdre dans les couloirs de l'Assemblée. En gros, ils l'ont vu marcher dans un couloir et ça leur a fait bien plus peur que les 126 députés RN dont le parti a pourtant été fondé par des nazis et qui siègent juste à côté d'eux. Apparemment non, là ça va parce que eux ils ont des vestes, pas des sweats à capuche. Il semblerait que pour la droite, si les nazis sont bien habillés, ça ne les dérange pas. Mais ça montre surtout une réalité. Raphaël, Arnaud, les bourgeois, il leur fait peur et pour une raison très simple, ils se revendiquent antifascistes. Antifasciste, c'est un mot qu'on a toutes et tous entendu mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Ce qui amène peut-être ma première question. Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi pour toi être antifasciste ? Être antifasciste, c'est tout simplement une réponse à ce qu'on appelle fascisme. Alors déjà, il faut essayer de comprendre ce que c'est le fascisme, hein, avant d'essayer de comprendre ce qu'est l'antifascisme. Le fascisme, souvent, les gens se réfèrent seulement à la question historique du fascisme qui s'est développé en Italie, qui en avait le nom propre. En réalité, nous, on voit plus comme un mouvement social et politique. C'est-à-dire que le nazisme, qui ne s'appelait pas fascisme, est pour nous un mouvement fasciste, qui est arrivé par ailleurs au pouvoir. Des exemples comme ça, on en a eu d'autres sur la scène internationale et au niveau historique. Et donc, comment est-ce qu'on conçoit le fascisme? C'est un mouvement qui apparaît généralement, un mouvement politique qui dépasse seulement les organisations d'extrême droite qui s'en réclament. Il ne faut pas imaginer que toutes les organisations d'extrême droite se réclameraient du fascisme, en tout cas d'un point de vue image, parce qu'ils savent que depuis l'après-guerre, c'est quand même difficile d'apparaître sous cette étiquette, forcément. Et du coup, la plupart du temps, ils essayent de contourner cette question-là, mais ils réapparaissent sur le champ politique, et généralement toujours dans des périodes de crise, tout d'abord économique, qui débouchent sur des crises sociales. Crise économique fait que les gens sont de plus en plus dans la galère, et crise sociale débouche généralement donc sur des crises politiques. Parce que lorsque les gens sont dans la galère, lorsqu'on leur a fait miroiter pendant des années, comme là on est en train de vivre, hein, que ce système allait bien, qu'on allait pouvoir se tirer vers le haut, que finalement on pouvait accéder à une petite propriété petit à petit en mettant de côté, etc. Lorsque tout ça s'écroule, puisque la crise économique est intrinsèque au système capitaliste, lorsque tout ça s'écroule, tout à coup les gens se mettent à se dire, et on est pile dans cette période-là, mais attends, mais là en fait ils se foutent pas un peu de notre tronche là-haut, à la fois le président de la République, à la fois les élus qui nous ont fait voter ça pendant des années. Et c'est toujours dans cette période, bon, Jean-Luc Mélenchon a appelé ça dégagisme, mais en gros de remise en question des élites, des personnes qui dirigent dans les sphères politiques et médiatiques. Et donc toujours à cette période-là, il y a l'extrême droite qui repointe le bout de son nez comme une possibilité tout simplement d'avenir. Et donc c'est là que peut se constituer la possibilité d'un retour du fascisme. On nous a souvent posé la question, est-ce que par exemple le RN est un parti fasciste? En réalité, c'est pas tant le problème. Il y en a qui peuvent, il y en a de façon honnête. Hein. Évidemment, les gens malhonnêtes d'extrême droite vont nous dire que non pour contourner le truc, mais à gauche, je sais qu'il y a des réels débats. La question n'est pas tant là. C'est une organisation d'extrême droite avec un programme réactionnaire, avec des gens très formés à l'intérieur idéologiquement et qui, oui, sont d'authentiques fascistes, pour le coup, dans la construction idéologique, politique, etc. Mais la question c'est plutôt la situation politique fait que, oui, ces gens-là, une fois au pouvoir, pourraient déboucher sur une société fasciste. C'est plutôt ça qu'il faut observer. Comme les nazis qui sont arrivés au pouvoir, c'était pas seulement les nazis. On a tout un tas de phénomènes dans la société, médiatiques déjà à l'époque, politiques, où on a des gens qui, de base, sont pas spécialement d'extrême droite, mais qui petit à petit commencent à reprendre des thématiques racistes, à l'époque notamment antisémites, qui constituent le cœur idéologique, j'ai envie de dire, de l'extrême droite et donc du fascisme, c'est-à-dire de nettoyage ethnique, de suprémacisme blanc. Et c'est dans cette période aussi qu'on voit revenir ce genre de choses. Et on a tout un tas de personnes, je sais pas, par exemple Prisca Thévenot, qui est députée macroniste, qui historiquement n'est peut-être pas une militante néo-fasciste ou que sais-je, qui va reprendre par exemple des thématiques comme l'anti-France. L'anti-France, ça a été pendant longtemps un slogan des antisémites, notamment à l'époque de Dreyfus, et puis tout le long du siècle passé, pour désigner toutes les personnes qui soit s'opposent aux guerres nationalistes comme Jean Jaurès, soit s'opposent à l'antisémitisme comme tout un tas d'autres figures, pour dire, regardez, on a un ennemi intérieur. C'est un thème très fort, l'anti-France. Chez Maurras, l'action française, le thème central, des gens qui défendent justement l'antisémitisme d'État et qui dénoncent un ennemi intérieur, l'anti-France, qui
ce serait un mélange à la fois des gauchistes, des étrangers, des immigrés. C'est une idée qui est très très forte. Et c'est vrai que c'est flippant de voir ça, que ce genre d'idées reviennent. De la même manière, je pense que d'autres idées comme le grand remplacement, qui était une théorie complotiste, suprémaciste blanc, qui appartenait aux sphères néo-nazies de l'après-guerre, et aujourd'hui repris par des politiciens et des candidats à la présidentielle, même en la personne de Zemmour et Pécresse. Donc c'est vrai que c'est assez frappant de voir ces thèmes qui reviennent aujourd'hui dans la bouche des politiciens de tous bords, même pas que d'extrême droite. Absolument. Et c'est ça le fascisme. Et généralement, le fascisme aussi se développe toujours avec à un moment donné, même s'il y a une remise en cause totale du système dans lequel on est, avec la volonté de faire péter en éclats toutes les institutions, quand bien même elles seraient déjà inégalitaires, déjà racistes pour certaines, etc. Ben, il y a quand même une volonté de péter ces institutions-là. Pour ces gens-là, ce n'est pas assez raciste, c'est pas assez inégalitaire, c'est pas assez tout ça. Et donc, il y a cette volonté-là de tout péter. Mais effectivement, ils s'appuient sur une partie des élites déjà existantes, en essayant d'entraîner un peu dans leur carnage tout ça. Ce qui fait qu'on a un Vincent Bolloré qui est un milliardaire. On pourrait se dire, bah lui, il peut continuer comme ça, à faire son business, il n'a pas trop d'intérêt à tout ça. Oui, mais c'est des gens qui sentent le vent tourner, justement. Ils sentent bien qu'on est dans une période de crise, que petit à petit, les gens, ils sont un peu dans un ras-le-bol, et ils pourraient très bien se tourner, c'est-à-dire vers nos politiques à nous, dire en fait qu'il faut un changement radical de la société dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec plus d'égalité, qu'on arrête avec ces milliardaires qui se gavent, etc. Ben ouais, mais lui, il se tourne vers une autre solution. Des gens qui lui disent non, on va mettre encore plus de répression, encore plus de violence, encore plus d'inégalité, et comme ça, vous allez pouvoir continuer à faire de votre business comme il faut. C'est ce qui fait que des Vincent Bolloré se tournent aisément vers des politiques d'extrême droite, et donc vers une potentialité du fascisme. Et du coup, quand même, notre spécialité avec la Jeune Garde, et en tant qu'antifasciste, c'est quand même aussi de s'attarder sur le développement de milices d'extrême droite, de groupuscules armés, violents, plus ou moins organisés sur le territoire. Parce que ça, le terme de milice, des fois, il est peut-être un peu exagéré d'un point de vue organisationnel, de leur véritable état organisationnel, mais des fois, c'est véritablement le cas. En tout cas, de s'attarder sur ces groupuscules qui, eux, pour le coup, se revendiquent généralement ouvertement néofascistes, voire néo-nazis, voire royalistes, etc., pour certains. Et bien aussi comprendre ça comme quelque chose de global dans l'avancement du fascisme. C'est que, intrinsèquement, le fascisme se développe sur une politique de massification de ses idées. Et le fascisme, c'est justement ce moment où il y a une partie des masses, une partie de la population qui reprend les politiques d'un gouvernement d'extrême droite ou d'une politique d'extrême droite. On pourrait très bien arriver avec un rassemblement national qui arrive au pouvoir en France, qui mène une politique d'extrême droite de plus en plus raciste, de plus en plus autoritaire, etc., mais pour autant pas tomber dans le fascisme. Si jamais on gagnait la bataille, entre guillemets, des idées, si jamais les masses ne reprenaient pas leur idéologie et leur programme et qu'ils ne voulaient pas l'appliquer par eux-mêmes. On tomberait dans une société fasciste si effectivement ces cadres institutionnels pètent et que c'est les masses carrément, en tout cas une partie des masses qui carrément reprennent du coup c'est encore une fois ces programmes et l'appliquent par eux-mêmes. Donc pour toi, l'antifascisme, d'une certaine manière, c'est à la fois s'opposer à l'extrême droite, mais surtout c'est arriver à construire une contre-proposition, un contre-discours à ce discours de l'extrême droite qui se diffuse dans la société pour éviter en fait qu'il devienne de manière presque inconsciente une partie des représentations de la pensée de l'ensemble de la population, au point que les gens se mettent à reproduire les discriminations des discours d'extrême droite sans même s'en rendre compte. Oui, du coup, pardon. C'est vrai que je me suis un peu égaré. J'ai tendance un peu à partir loin. Mais effectivement, sur ta question de départ, du coup, l'antifascisme, oui, effectivement, on pense que l'antifascisme, en fait, il existe de multiples manières. Toi, ce que tu fais avec du contenu vidéo, de la veille sur les réseaux sociaux, j'étais à Street Press il n'y a pas longtemps, donc des journalistes aussi participent à ça. Nous, on a fait un gros travail, notamment dans la rue, mais pas que, avec la Jeune Garde, de construction unitaire avec des organisations de jeunesse. Tout ça participe à un cocktail antifasciste. Et plus globalement, on pense que la meilleure recette antifasciste, c'est lorsqu'on gagne effectivement pour un projet alternatif, c'est-à-dire qu'on fait avancer nos idées, avancer nos programmes, type des manifestations antiracistes contre les violences policières, notamment avec le comité Adama où il y a eu des centaines de milliers de jeunes dans la rue. C'est une victoire antifasciste. Des dizaines de milliers de jeunes qui vont dans la rue sur la question écolo, Youth for Climate, etc. C'est une victoire antifasciste en soi, dans le sens où nos idées avancent et donc intrinsèquement, eux, leurs idées reculent. Quand on est à l'offensive, ils reculent. Par contre, la spécificité pour nous du militantisme antifasciste, c'est qu'une partie justement de notre camp social et politique qui cherche des alternatives à cette société-là, à un moment donné, passe du temps, sacrifie même du temps politique et militant, parce qu'on juge que ça a un intérêt, à se spécifier sur cette question d'extrême droite.
et en comprendre leurs évolutions, comprendre quelles sont leurs idéologies, où est-ce qu'ils vont, leur niveau de dangerosité aussi. Enfin, vraiment, je vois vraiment ça comme ça. On voit vraiment ça comme ça avec l'avant-garde. C'est qu'à un moment donné, c'est un sacrifice, entre guillemets, d'une partie de nos mobilisations sociales qui se consacre à une spécialisation de la lutte contre l'extrême droite plein front, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant, enfin, et un peu inquiétant aussi, c'est que ce que tu montres, toi, c'est un antifascisme qui, au fond, se base beaucoup sur faire de l'information, connaître l'extrême droite, à renseigner les gens, faire, bah voilà, ce que je peux faire moi sur mes réseaux, par exemple, des vidéos en tant que journaliste où j'explique que tel groupuscule a fait ça, il y a eu tel attentat, il s'est passé ça. Et moi-même, c'est vrai que ce que je fais dans mon travail de tous les jours, pour les gens qui me connaissent pas, moi, je suis journaliste et je travaille beaucoup sur ces questions-là. Et dans mon travail de tous les jours, moi je pense qu'il y a une forme de travail antifasciste, effectivement, mais dans les médias, la manière dont on va être pensé, quand on dit le mot antifasciste, ça va être toujours par le prisme de la violence, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de terrifiant. Et même si c'est stéréotypé et archétypal, je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est que oui, la violence peut faire partie de même si sous la forme de l'autodéfense, sous la forme de la légitime défense, mais fait partie aussi des modèles d'action de l'antifascisme. Comment toi, justement, tu penses ce rapport à la violence et à l'antifascisme, puisque c'est quelque chose auquel on te renvoie, je pense, assez souvent dans le discours médiatique. Oui, bah, de toute façon, ça va avec la période. C'est-à-dire qu'on mélange tout, il y a de la confusion généralisée partout. On entend même régulièrement, nous appelle, enfin, on m'appelle le fasciste parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas qui. En fait, plus rien n'a de sens. Il y a une vraie volonté d'inverser un peu ce qu'on est. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait face à des milices qui sont capables de planter des jeunes pour leur couleur de peau, pour leur orientation sexuelle, etc. Et lorsqu'on s'oppose à ces gens-là dans la rue, tout à coup, l'inversion accusatoire nous est renvoyée. Donc oui, c'est sûr que c'est assez particulier d'être confronté à ça. Et sur la question précise de comment est-ce qu'on fait face à cette violence, évidemment qu'en tant qu'antifasciste, peu importe à quel degré, hein, voilà, au niveau journalistique, lorsqu'on est dans la rue, etc., si on ne prend pas en question le rapport à la violence, alors on ne peut pas y répondre correctement. Parce que oui, la violence fait partie intégrante des modes d'action du développement du fascisme, et donc des groupuscules les plus radicaux et les plus violents. Si on ne prend pas à bras le corps cette question-là, l'étudier sérieusement et réfléchir à comment y répondre lorsque nous, on est sur le terrain, lorsqu'on, par exemple, essaye de faire des manifestations. Je pense notamment à la marche des fiertés, qui pendant des années a été interdite à Lyon. La préfecture nous répondait, mais tranquille, hein, elle nous disait, c'est pas possible d'organiser la marche des fiertés avec le passage dans le Vieux-Lyon, qui était le quartier là où résidaient beaucoup de locaux d'extrême droite, parce que ça va les exciter. Enfin, on était vraiment dans une zone, comme ils l'appellent, de non-droit. C'est-à-dire que les fascistes, effectivement, et à raison, parce qu'ils l'ont attaqué à plusieurs reprises, à des fois plus de 300 militants armés de barres en fer, etc. On leur autorise le fait que, en fait, ils tiennent un quartier, quoi. Une marche des fiertés ne peut pas accéder dans le Vieux-Lyon. Donc nous, il a fallu se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, la marche des fiertés peut à nouveau revenir dans le Vieux-Lyon. C'est une véritable fierté. Ça a été une bataille politique avec les institutions, direct, en faisant aussi monter un peu la sauce médiatique, en posant un rapport de force politique et aussi d'autodéfense. Nous, on n'a pas peur de le dire, on l'assume, et ça a été très concret. C'est-à-dire que les premières marches des fiertés, on a dit on s'en fout, on continue le truc, et on va pas s'empêcher de faire des marches des fiertés parce que l'extrême droite décide de les attaquer. Bah oui, à un moment donné, il a fallu organiser des services d'ordre, et lorsqu'ils attaquent, les repousser physiquement. Et si on esquive cette question-là, bah on est cuit. Parce qu'eux, ils vont pas attendre de savoir si oui ou non on est d'accord. Dans tous les cas, ils vont y aller nous attaquer. Peu importe. Et généralement, d'ailleurs, généralement sur des personnes isolées, généralement sur des personnes qui n'ont pas forcément les outils justement pour pouvoir y répondre. Donc on a tout intérêt à prendre à bras le corps cette question. Mais je sais que c'est pas une question évidente parce que fondamentalement, on partage tous l'idée, si possible, d'une société émancipée de la violence. Ça, c'est notre idéal, notre horizon. Maintenant, lorsqu'on est confronté directement à de la violence qui nous est imposée par ces milices d'extrême droite, il faut quand même savoir comment y répondre. Et j'ai un exemple par rapport à ça quand même de la part du foutage de gueule politique et médiatique qu'on a quand même encore un peu en ce moment. C'est que l'an dernier, on se rappelle de la panthéonisation de Missak Manoukian. Ouais. Enfin, d'ailleurs, c'était en 2024. Hein. C'était là au début d'année 2024. C'était quand même pour nous un symbole assez fort. C'est-à-dire que Missak Manoukian, il est bon de le rappeler, en réalité, c'est un sans-papier. Hein. C'est un apatride arménien qui est venu en France, communiste de la première heure, antifasciste de la première heure, qui décide de s'engager dans la résistance avec ses petits copains qui étaient généralement pas français non plus, donc généralement aussi immigrés. Et donc, ils ont commencé à lutter. C'était un niveau quand même de violence qui était dur et fort, parce que si, bon, il y avait les nazis au pouvoir, hein, on n'est pas dans cette situation, quoi. Heureusement. Et puis, on avait toute la classe politique et médiatique qui était à genoux
devant Missak Manoukian et Méliné, sa femme qui est aussi résistante au Panthéon, c'est super, blablabla. Et c'est ce que j'ai dit durant la campagne, après la campagne, c'est que, en fait, l'antifascisme, en réalité, ils sont très bien capables de le soutenir lorsqu'il est bien mort, lorsqu'il bouge plus, lorsqu'il reste bien dans un certain cercle qu'il souhaite maîtriser, etc. Et par contre, lorsqu'il est bien vivant, lorsqu'il est bien en activité, là, tout à coup, c'est la catastrophe et on essaie de nous dresser des personnages absolument horribles, quoi. Ouais, parce que Donc toi, oui, on va te dire, toi, t'es violent, t'es dangereux, etc. Alors qu'en réalité, je pense que la violence de l'antifascisme, c'est toujours une violence en miroir, qui est en fait de la défense, de l'autodéfense, face à des pratiques, tu disais, historiques installées depuis longtemps. On pense au squadrisme italien, donc cette pratique d'aller tabasser l'opposant politique, lui casser la gueule pour qu'il se taise. Et aujourd'hui, en France, on est dans un pays où c'est réel. Moi, journaliste, si je veux faire une conférence là à Lyon demain, ça m'est déjà arrivé, j'ai dû en annuler une l'année dernière, parce que j'avais trop de menaces de mort et qu'on me disait à toi on va t'attraper j'en parlais avec le rédacteur en chef de Street Press Mathieu Mollard dans une interview il y a quelques temps, il me disait exactement la même chose. Il a des menaces envers sa personne, envers sa famille. Les journalistes d'extrême droite ne vivent pas ça. Nous on vit une réalité qui est que l'extrême droite est violente, tout le monde le sait. D'ailleurs, j'ai tout le temps des journalistes qui viennent me dire « Ah, mais t'es hyper courageux de parler de l'extrême droite, c'est dangereux. » Mais pourquoi c'est dangereux? Pourquoi on a acquis dans notre société que c'est aussi acceptable, que c'est aussi normal, et que ces gens vont s'en prendre à nous? Et du coup, s'il n'y a pas un antifascisme en face pour faire quelque chose, par exemple, moi je pense aux conférences que je peux faire à Paris, à Lyon, dans ce genre de ville, en fait, c'est souvent des antifas qui viennent faire une forme de sécu. Qui vont être présents sur les lieux et tout, ils vont pas fouiller les gens à l'entrée ou quoi que ce soit, ils vont simplement être présents au cas où quelque chose se passe, et moi ça me permet de faire ma conférence parce que sinon en fait j'ai peur. Donc en fait je trouve que c'est des histoires qui racontent une nécessité aussi de l'antifascisme aujourd'hui en France, où la montée de la violence d'extrême droite elle est devenue phénoménale quand même. Ouais, oui. Puis nous, bon, évidemment, on a un bilan aussi à défendre, c'est ce que je dis tout le long de la campagne à des journalistes qui nous dressaient un portrait n'importe comment. Lorsqu'on a commencé à militer, notamment avec la Jeune Garde à Lyon, en 2018, donc lorsqu'on a créé la Jeune Garde, il y avait 5 locaux publics d'extrême droite. On avait toute la faune et la flore, les néo-nazis, les néo-fascistes à la Casa Pound, les royalistes, les pétainistes, vraiment on avait tout. Ils avaient une capacité de mobilisation de 300 à 400 militants prêts à passer à l'action violente. Et c'est vu à plusieurs reprises, avec des attaques très violentes de manifestations ou d'autres, de locaux politiques, syndicaux, racistes, etc. Et donc nous, aujourd'hui, on a réussi à faire fermer tous ces locaux. Ça, c'est une très belle victoire antifasciste sur le terrain national. C'était quand même le laboratoire de l'extrême droite. Alors, on n'a pas réglé toutes les problématiques à Lyon, parce qu'aujourd'hui, on va dire, tous les 1 mois, 2 mois, ils arrivent encore à rassembler à peu près 80 militants d'extrême droite pour mener une action violente, qui pour eux est très symbolique, mais qui a quand même des répercussions, forcément. Avant, il y avait des attaques des fois plusieurs fois par semaine. Moi, j'ai souvent dit ça, j'ai envie de dire aux gens, tous ceux qui me disaient oui, mais quand même, l'antifascisme, etc., je peux dire, mais venez faire un stage à Lyon, ne serait-ce qu'une semaine, notamment dans les années 2018-2020, tout ça, au moment du bassin social, les générations identitaires et compagnie, vous allez voir que c'est vraiment pas drôle. C'est-à-dire que plus personne n'osait faire de rassemblement antifasciste, ou alors c'était seulement 100 personnes qui se pointaient, vraiment parce qu'ils étaient très motivés, et voilà. Aujourd'hui, on a réussi à faire des manifestations de 5000 personnes dans Lyon, parce qu'on a libéré aussi cette peur qui existait dans notre camp, peur bien réelle. Je suis pas en train de dire que c'était sur du fantasme, non, c'était bien réel, et il a fallu à un moment donné qu'on s'y mette. Et un symptôme, c'est qu'avant, organiser n'importe quelle manifestation, j'ai pris l'exemple de la marche des fiertés, mais organiser une manifestation, un rassemblement antifasciste, mais c'était de l'ordre de l'irréel. Enfin, c'était à Lyon, c'était en mode, mais là, vous allez au suicide. Et aujourd'hui, ça doit faire 3, 4 ans, 5 ans peut-être, qu'on se fait plus du tout attaquer sur nos événements. Dès qu'ils savent que la Jeune Garde est présente, pas que nous, parce qu'on est dans un collectif unitaire qui s'appelle Perdons les locaux fascistes, avec d'autres organisations, mais évidemment, en grande partie la Jeune Garde, dès qu'ils savent qu'on est présent sur un rassemblement, une manifestation, il n'y a plus personne. Mais tant mieux, c'est notre rôle, j'ai envie de dire, en tant que fasciste, que l'extrême droite n'attaque pas notre camp social et politique et plus globalement des gens qui n'ont rien demandé dans la société. Donc encore une fois, on n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là. Lyon reste encore une réelle problématique, mais c'est sûr qu'on leur a apporté des sacrés coups au niveau organisationnel, politique, et il a fallu aussi prendre à bras le corps cette question de la violence, et notamment qu'ils sont capables d'exercer dans la rue. Donc ça, c'est notre bilan, on en est très fiers. Et voilà, vous ne verrez jamais, par exemple. Ça t'a coûté cher aussi, parfois. Pardon, mais ça t'a coûté cher aussi. Enfin, je veux dire, cet antifascisme-là, toi-même, en 2021, tu avais vécu une agression assez brutale par les néo-nazis des Zouaves Paris, une agression en plus qu'ils avaient filmée. Ils étaient en pleine gare, à visage découvert.
Et ce que je trouve marquant sur cette agression, c'est qu'à l'époque, ça avait suscité assez peu d'indignation médiatique et politique, alors que le groupe a fini par être dissous juste l'année suivante, après l'agression violente de militants de SOS Racisme lors du fameux et triste meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. Et je trouve que c'est une bonne métaphore de la réalité antifasciste, en fait, où les antifascistes passent leur temps à alerter des gens pour dire image à l'appui, attention, regardez, il y a des nazis dans la rue qui sont en train d'attaquer des gens, ce que vous avez fait avec la Jeune Garde pendant des années à Lyon. Et en général, en fait, personne n'écoute en face avant que ce soit trop tard. Comment toi t'expliques un peu cette espèce d'indifférence envers la violence de l'extrême droite, qui est une violence meurtrière? Faut rappeler qu'il y a quand même 5 morts tués par l'extrême droite, rien que pour l'année 2022. Oui, oui, non, mais enfin, de toute façon, ça va encore une fois avec cette dérive et cette radicalisation du champ politique et médiatique, de cette volonté de protéger à la fois la montée de l'extrême droite, en niant leurs violences en coups qui sont bien réelles, et en tentant nous faire passer pour des zinzins parce qu'il y a 3 poubelles qui sont cramées lors d'une manifestation. Mm. Bon, s'il y a des gens qui veulent monter une association pour sauver les poubelles dans nos rues, très bien, on bien leur face, nous ça ne dérange pas qu'on dise que c'est pas bien que des poubelles soient cramées, mais là on n'en est pas à ce niveau-là du côté de l'extrême droite. On en est à des incendies, notamment de maisons de maires comme à Saint-Brévin. Et le gars, c'est pas un afro-gauchiste, hein. C'est un Mm. maire de centre-droit qui a voulu accueillir quelques migrants, qui se fait cramer sa baraque alors qu'il y avait sa famille à l'intérieur. Que nous, on appelle ça un attentat, hein, contrairement à ce que font les médias, c'est-à-dire que dès que c'est pas un arabe ou une personne qui est assimilée comme étant musulman, alors là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et tu l'as rappelé, oui, il y a des, je sais que tu le fais souvent, tu fais un bon travail de ce point de vue-là, il y a des réels projets d'attentats, très régulièrement de la part de l'extrême droite. On a du trafic d'armes, on a des violences à armes à feu, des meurtres à l'arme à feu. On a un niveau de violence, mais qui pète les scores. Et si nous, on n'est pas là à dénoncer, mais il n'y a personne qui le fait. Il y a quand même, nous, on s'est dit, avec la Jeune Garde, on s'est toujours dit, bon, il y a un climat qui est horrible. On connaît des violences à Lyon depuis très longtemps terribles, avec des coups de couteau, etc., qui ont failli causer la mort de plusieurs jeunes hommes, etc. On s'est dit, bon, le jour où il y a véritablement un mort dans ce pays, ça peut quand même créer une petite déflagration un peu politique et médiatique, directement par des militants d'extrême droite, à l'arme à feu, etc. Et quand même, c'était l'affaire de Martina Rambourou, rugbyman international. Donc, ça aurait été n'importe quel citoyen, en réalité, c'était tout aussi horrible. Mais là, en plus de ça, c'est un rugbyman international, donc connu, qui a joué en France, qui est très apprécié par toute une communauté au rugby, etc., qui se fait tuer dans les rues de Paris parce qu'il a séparé une agression raciste dans un bar entre des militants du GUD, en plus proche de Marine Le Pen, à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Ça aurait dû faire une déflagration politique et médiatique. D'autant plus qu'on savait pertinemment que Marine Le Pen allait certainement arriver au second tour, et pas un mot Ouais. de la part de la classe politique et médiatique. Alors, il y a quelques médias, d'ailleurs, l'équipe, c'est peut-être le média qui en a le plus parlé, l'équipe qui est quand même un journal sportif à la base. Très bons Mais tous les articles à l'époque, ouais, je me rappelle, très bons articles. Et voilà, l'un des rares, personne n'en parlait, ouais, je suis d'accord. voilà, l'un des rares, et tous les journaux classiques, on va dire, de l'actualité politique et médiatique, par un mot, ou alors en dépolitisant l'affaire, en disant il y a eu un mort, mais bon, non, on ne sait pas trop comment, pourquoi les circonstances. Alors, tout le monde le savait, c'était une agression raciste. Il y a eu plusieurs témoins qui étaient présents dans le bar, qui ont laissé signifier, qui ont dit que les rugbyman, justement, Martina Rambourg et son pote, ont séparé la bagarre et qu'ensuite ils sont revenus avec une arme à feu. Enfin, bref. Et on est dans cette situation politique et là, on se dit ah ouais, en fait, là, on est dans un climat en France où il y a des mecs qui sont organisés depuis des années, voire même depuis une dizaine d'années, dans un groupuscule d'extrême droite qui est très proche de Marine Le Pen, dont les cadres sont des conseillers de Marine Le Pen. À 3 semaines d'une élection présidentielle où Marine Le Pen pourrait prendre le pouvoir, il bute un mec dans les rues de Paris, dans le rugby international, et là, il n'y a aucune réaction. On s'est dit, ah ouais, là, on rentre dans des niveaux où, ouais, nous, c'est ce qu'on dit, au bout d'un moment, dans ces périodes-là, c'est ce qui s'est passé lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir. On espère que ça n'arrive pas, justement, on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais il va falloir s'y préparer, ça va se couler dans la période à venir, il va falloir qu'on s'occupe de nos propres affaires, j'ai envie de dire, aussi de ce point de vue-là. Et pareil, sur ce qui s'est passé en Angleterre, enfin, moi, j'étais, avant que je m'y rende et avant qu'on fasse un petit peu de travail de décortication, je n'étais pas le seul, hein, de ce qui se passait réellement là-bas, avec des émeutes racistes qu'on n'avait pas vues, je pense, depuis l'après-guerre, en réalité. Hein, ce niveau de violence aussi organisé et aussi développé sur tout le territoire en Angleterre, dans un premier temps, c'était quand même, notamment sur France Info, on n'est même pas sur Bolloré TV, hein, les premières indications, alors qu'on voyait tout qui cramait, ils attaquaient des hôtels avec des migrants dedans, enfin, c'était mais, hallucinant. France Info, moi je me souviens, leur titre, c'était des manifestations anti-migrants. Ouais, ouais, Enfin, en fait, vous êtes des ouf ou quoi, là? Des mecs où il y a une manifestation?
Il n'y avait même pas un mégaphone dans la rue, ils avaient tous un truc dans la main pour aller soit castagner des noirs. Alors, dans un premier temps, c'était des musulmans, ensuite c'était des noirs, parce qu'ils ont dit finalement c'était des noirs. Bon, mais enfin, c'était fou, c'était lumière comme séquence. Et ça, effectivement, ça nous fait dire que le climat est très particulier. Ça nous rappelle, on dit souvent les heures les plus sombres de notre histoire, mais réellement, quoi. On pourrait retomber dedans et c'est très important le travail que tu fais, c'est très important le travail qu'on fait. Et il va falloir qu'on se serre les coudes de tout le monde pour pas lâcher surtout et pas tomber dans l'erreur politique et médiatique du moment, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de la jeune garde depuis tout à l'heure, et je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de raconter comment ça s'est lancé. Déjà, peut-être, comment toi, t'es rentré dans l'antifascisme, parce que dans les années 2000, 90-2000, je pense qu'on est pas loin du même âge, à peu près, t'es plus jeune, mais voilà, on est à peu près dans les mêmes années. C'était pas si commun, en fait, d'entendre parler d'antifascisme. C'était des gens qui étaient pas médiatisés, c'était des gens qui étaient... Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas d'image de ça, on voyait jamais un antifasciste dans les médias. Donc c'était quand même des sphères extrêmement petites, assez peu connues. Comment toi, tu as découvert ce milieu-là? Et après, peut-être on parlera de la fondation de la Jeune Garde, tout ça. Mais d'abord, dans un premier temps, peut-être toi-même, comment tu t'entends parler de ça? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as le déclic et tu te dis, non, mais moi, je vais devenir antifasciste aussi. Bah, encore une fois, l'antifascisme, c'est une réponse au fascisme. Ou en tout cas au développement de celui-ci. Donc j'ai envie de dire, c'est l'extrême droite qui nous fait devenir antifascistes, plutôt qu'un certain milieu, etc. C'est vraiment, bon, pour le coup, ma rencontre avec des militants d'extrême droite, hein, la première fois c'était en 2010, manifestation des retraites déjà sur Sarkozy, hein, qui remettait en question la retraite à 60 ans. Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue, notamment à Lyon. Moi j'avais 15 ans à l'époque, hein, je descends, c'est mes premières manifestations en réalité. Pas mal de naïveté aussi hein, sur ce que c'est, ce que ça peut représenter, etc. Et en fait, on tombe sur 300 à 400 millions d'extrême droite organisés qui attaquent autour des manifestations sur des motifs racistes. Moi, j'étais avec des potes aussi non blancs et on se fait courir après, Sam Bougnou, les compagnies, machin. Et ouais, c'est la première fois qu'en fait, je vois des mecs en face de nous faire des saluts nazis. On était en troisième, on étudiait l'histoire de la montée du nazisme, etc. Et là, moi, je vois ça dans la rue, je me dis, mais c'est un délire, quoi. Et les gars, on les voit faire ça, ils chassent tout le monde, ils éclatent tout le monde, ils repartent tranquillement, ils passent devant la police qui fait rien. Et on s'est dit, ah ouais, là, quand même, c'est particulier comme ambiance. Et donc, on va dire, ça a été un peu le déclic. À partir de ce moment-là, moi, dans ma trajectoire, c'est que je commence à me renseigner. Je me dis, il y a encore des nazis en France, je sais pas, je regarde des vidéos sur YouTube, je commence à regarder un peu des articles de presse, etc. Et Lyon, effectivement, c'était une situation bien particulière. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Lyon, ça se développe de partout sur le territoire. Des territoires comme la Bretagne, qui jusqu'ici étaient assez émancipés des violences de l'extrême droite. Bah, nous, ce qu'on disait, c'est attention à Lyon, c'est vrai, il y a un système bien particulier de l'extrême droite et bien rodé de l'extrême droite radicale. Malheureusement, c'est pas un épiphénomène et ce truc-là va se développer. Bon, aujourd'hui, on voit que ça s'est développé. Avant, c'était principalement qu'à Lyon. Mais voilà, c'est ce qui m'a mis un peu dans le bain. Et après, effectivement, le deuxième déclic, c'est la mort de Clément Méric. Donc, 3 ans plus tard, hein, en 2013, on avait presque les mêmes âges, donc forcément, il y a aussi un peu une identification. Et là, je me dis, ah ouais, il y a des morts à nouveau sur les 100 watts. Et 6 mois plus tard, à Lyon, ça a été beaucoup moins médiatisé. Et il y a eu des coups de couteau donnés dans le Vieux-Lyon sur des mineurs. Ils étaient 25, à peu près 25 militants d'extrême droite sur 5-6 mineurs, qui a été identifié comme de gauche. Bon, ils avaient de 15 à 18 ans et ils venaient fêter un anniversaire dans le Vieux-Lyon. Et en fait, ils se prennent des coups de couteau alors qu'ils sont déjà lynchés au sol. Et notamment, il y en a un à quelques millimètres, il est passé pendant de la mort. Ça a été très peu médiatisé, sauf à Lyon. À Lyon, c'était très... Bah, forcément, ça a bouillonné, mais au niveau national, c'est très peu médiatisé. Et en fait, 6 mois après Clément Méric, on a failli du coup avoir un deuxième Clément Méric, une deuxième tragédie sur des coups de couteau. Et là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, c'est bon. Là, il n'y a plus de discussion, il faut que j'aille rencontrer du monde. Je commence à m'intéresser beaucoup plus à la politique. Je rencontre des gens, je discute, je me forme, et je m'y intéresse. Et après, bon, voilà, c'est pendant la loi travail, on est quelques jeunes à se dire qu'il faut se bouger sur la question de l'extrême droite, d'autant plus qu'ils attaquent à chaque manifestation contre la loi travail, notamment dans le 3. On voyait des cortèges, des fois, de 1000 jeunes, très déterminés, super ambiance, etc. Et il suffisait qu'il y ait 50 militants d'extrême droite pour attaquer la manifestation que tout le monde se barre en courant dans l'autre sens. Et on s'est dit, là, il y avait un rapport de force numérique tellement énorme, on s'est dit, non, mais attendez, il faut quand même qu'on se réapproprie la question de l'autodéfense. Et ça s'invente pas. C'est pas une histoire de qui sera le plus viril, qui sera le plus fort et qui va aller mieux à la castagne aux fascistes. C'est pas à ça qu'il faut qu'on joue. Ce à quoi il faut qu'on s'attelle, c'est comment est-ce qu'on y répond collectivement lorsqu'il y a 50 militants d'extrême droite armés pour que collectivement on puisse se repousser. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on a mis en place. Et ça a fait encore une nouvelle fois des cibles. Et c'est la rencontre aussi avec des militants antifascistes plus aguerris à ce moment-là, durant la loi travail,
qui eux avaient milité notamment dans les années 2010 contre ces mêmes milices, contre ces mêmes groupuscules, et qui nous ont donné des billes. Évidemment, on a construit la Jeune Garde comme ça. Donc voilà un peu l'histoire de la Jeune Garde. Juste si tu veux prendre une petite tasse de thé, un verre d'eau ou quoi, je veux que tu tousses un peu, n'hésite pas, hein, on est sur Twitch, il n'y a pas de problème. Hein, si Non, il n'y tu a veux, pas de souci. De tu veux un toute truc façon, je vais tousser quand même. Voilà. Et du coup, sur la Jeune Garde, tu la montes en 2018, du coup, avec un autre activiste qui s'appelle Safak Sagdik, je crois. Désolé si je dis mal le nom. Un truc qui m'a intéressé, c'est que vous allez choisir justement de créer un mouvement indépendant. Tu parlais d'autres mouvements plus anciens, donc qui étaient gérés par peut-être d'autres groupes d'Antifa, par exemple. À l'époque, à Lyon, il y avait un mouvement préexistant qui s'appelait la GAL, groupe antifasciste Lyon et environ, qui existait depuis 2013, et où il y avait, par exemple, à Paris, il y avait l'action antifasciste AFA Paris Banlieue. Pourquoi pas avoir créé, par exemple, une branche locale de l'AFA Paris Banlieue ou rejoint la GAL? Je précise que c'est pas histoire de mettre de l'huile sur le feu dans les tensions qu'il peut y avoir entre différents groupes, mais plutôt pour s'intéresser à votre identité et le choix que vous avez fait de la singularité de fonder votre propre groupe, et qu'est-ce qui était justement cette spécificité de la Jeune Garde quand vous l'avez montée? Alors déjà, évidemment, on l'a monté à plusieurs, hein, pas seulement qu'à deux, ça va de soi. Mais ça a été le fruit de nombreuses discussions. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait en claquement de doigts comme ça, du jour au lendemain, on a créé la Jeune Garde. Et d'ailleurs, à la base, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Quand on a commencé à s'activer sur le terrain, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire, si ce n'est empêcher les milices d'extrême droite d'attaquer systématiquement nos mouvements. Et ensuite, la deuxième tâche, c'était quand même de stopper cette profusion de locaux d'extrême droite. Au moment où justement crée la Jeune Garde, il y a un 5e local qui s'ouvre avec le bassin social, hein, qui est le pavillon noir, qui était en pleine ascendance, mais vraiment, ils avaient une capacité de mobilisation, de développement aussi sur la question médiatique, politique aussi à s'organiser sur tout le territoire. On avait Lyon qui était la base, de Génération Identitaire et du bassin social qui étaient les deux organisations phares, et qui réussissaient à ouvrir des sections un peu partout en France, principalement sur la partie est du territoire, puisqu'historiquement c'est là que l'extrême droite est implantée après la guerre d'Algérie. Bref, je ne vais pas refaire tout le topo avec l'OS et compagnie. Donc ça vient de là. Mais bref, en tout cas, ils arrivent à se développer, ces gens-là. Et là, on se dit, c'est pas possible, faut casser cette dynamique, sinon on est cuit, quoi. On va finir comme en Italie avec Casapunt qui sont organisés partout. D'ailleurs, des camarades italiens nous prévenaient, disaient attention, faites pas l'erreur qu'on a fait, c'est-à-dire de ne pas assez avoir pris au sérieux cette question-là au moment où ils se sont développés Casapunt. Et donc, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a 3 axes qui pour nous sont fondamentaux, c'est-à-dire la question de l'autodéfense. Il y avait quasiment plus d'autodéfense à Lyon en réalité, ou alors de façon très, très faible, à tel point que les fascistes étaient en roue libre. C'est-à-dire que tous nos militants et militantes, peu importe l'organisation politique, syndicale, féministe, antiraciste, marche des fiertés, comme je disais tout à l'heure, il fallait faire attention aux sorties des manifestations, il fallait se monter les visages, etc. À l'inverse, les militants d'extrême droite, eux, c'était pump et up, hein. Ils avaient leur rendez-vous habituel, tout le monde a le visage découvert, ils menaient des attaques, mais quand ils le voulaient, mais des fois même plusieurs fois dans le même week-end. Alors, vraiment, ils étaient en roue libre. Et là, on s'est dit que le rapport de force était totalement inversé. Donc, la question de l'autodéfense avait malheureusement été trop marginalisé de la part de toutes les organisations politiques de notre camp. Là, je suis pas en train de dire une organisation plutôt que l'autre. Le but, c'est pas ça, c'est de dire notre camp n'a pas su y répondre. Donc, il a fallu remettre cette question au centre de la table. La question unitaire aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les événements antifascistes n'étaient plus du tout unitaires. C'est-à-dire qu'on avait une minorité de gens qui s'autoproclamaient antifascistes, mais qui par un peu, une forme un peu de sectarisme et de purisme, je dirais militant, refuser un peu de travailler avec tout un tas de organisations. C'est quand même problématique quand tu as des organisations libertaires comme l'UCL qui sont jugées pas assez radicales pour faire de l'antifascisme. Bon, t'es en mode libertaire quand même, quoi. Et du coup, effectivement, il a fallu refaire ce travail-là d'unitaire, remettre tout le monde autour de la table et dire qu'on avait des ennemis communs. C'est-à-dire que sont l'extrême droite. Alors, pas avec les mêmes méthodes. Nous, on avait nos méthodes avec la Jeune Garde, qui n'étaient pas forcément partagées par tout le monde. D'autres organisations ont leur forme d'implication. Mais il fallait qu'on retrouve des espaces où on arrive à mener des luttes ensemble, notamment, par exemple, autour de manifestations, de conférences, de mettre la pression pour la fermeture des locaux. C'est comme ça qu'on a créé le collectif Fermons les locaux fascistes, ni plus ni moins. Et c'est ce qui a permis, du coup, tout au long de ces années, d'inverser le rapport de force. Et la troisième question qui pour nous était centrale, qui pour le coup est plus interne au mouvement antifasciste, c'était de tout remettre sur la table, si possible. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, hein. On a fait des erreurs, on s'est repris, etc. Mais au moins de tout mettre sur la table, de dire
qu'est-ce qui a fonctionné ces 10-20 dernières années, a priori, de ce qu'on a pu observer dans les dynamiques, etc. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans l'antifascisme? Quelles sont les choses intéressantes à garder? Qu'est-ce qui est plutôt à jeter? Dans d'autres pays aussi, en Turquie, en Grèce, en Italie, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Quelles sont les dynamiques, etc. Et en mettant tout ça sur la table, on a pioché, tout simplement. On n'a rien d'inventé de bien nouveau. C'est juste, on s'est dit, ça, ok, ça a l'air plutôt intéressant. Comment est-ce qu'on l'adapte aussi à notre situation, etc., etc. Ça a été sans cesse ça. Il y a vraiment une capacité, moi, c'est ce qui m'a plu tout de suite avec la Jeune Garde, c'est que collectivement, on a une capacité de remise en question de nos propres mouvements, de nos propres codes antifascistes, qui a été systématiquement reposée sur la table tout au long de notre construction. Tout au long de notre construction, systématiquement, on s'est remis en question. On dit qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Et quand même, il y avait quelque chose de central dans le mouvement antifasciste, c'est qu'on est arrivé à un stade où les antifascistes, qu'on appelle les antifas au niveau subculture, etc., commençaient à ne plus effrayer les fascistes, ce qui a été une problématique, notamment sur Lyon, mais à la fois à effrayer notre camp social et politique. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de gens qui n'étaient pas d'affreux réactionnaires, qui n'étaient pas d'affreux droitards ou même d'extrême droite, etc., etc. C'est juste des gens qui ne connaissent pas trop, qui ne sont pas dans les milieux militants, qui commençaient à être effrayés par le militantisme antifasciste. Et on s'est dit, non mais attendez, il y a un problème quand même. Comment ça se fait qu'on n'arrive plus à la fois à faire peur à nos ennemis et à la fois à l'inverse à effrayer ce qui devrait rassembler? C'est-à-dire l'antifascisme, c'est quand même une cause assez noble et qui peut être large et communément partagée. Et donc là, effectivement, ça a été aussi un travail de la Jeune Garde. Justement, pourquoi cette peur à gauche de l'antifascisme? Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un truc que j'ai vu dans les années 2010. Tu disais Antifa, ouais. On voyait des redskins ultra violents. Tout de suite, les gens dans leur tête, c'était ah non, mais surtout, non, moi, je suis de gauche, mais je suis contre la violence, je condamne la violence, patati patata. Il y avait un rejet des mouvements Antifa très, très profond. Oui. Comment tu l'expliques ça? Pour moi, il y a deux raisons. Il y a la raison des gens qui s'autoproclamaient antifascistes, des organisations qui s'autoproclament antifascistes, comme nous, on s'autoproclame antifascistes par ailleurs. C'est pour ça que dès le départ, on a dit qu'il ne faut surtout pas que l'antifascisme reste sclérosé à ceux qui s'en réclament, à ceux qui s'en réclament. Il fallait absolument que toutes les organisations se réclament à nouveau de l'antifascisme. Ça a été une réelle bataille aussi en interne de notre camp social et politique. Mais je pense qu'il y a eu aussi, c'est ce que je disais, dans certains milieux antifascistes, une forme de sectarisme, une forme de purisme militant qui les ont poussés à la marginalisation. Quand tu cherches à être tout le temps trop pur, à dire nous on est vraiment antifa parce qu'on est vraiment les plus radicaux, nous on y va vraiment, etc., etc. Oui, ok, très bien, ça peut être respectable sur tout un tas de sujets, mais si c'est pour exclure toute une autre partie de notre plan social et politique, et plutôt que de les entraîner à la lutte antifasciste de diverses formes et variées, tu les exclus, tu te retrouves vite isolé. Et quand tu te retrouves isolé, c'est là que se nourrissent aussi des fantasmes sur ce que sont nos mouvements, sur ce que sont nos activités, nos pratiques. Et je pense qu'effectivement, il y a eu aussi, à un moment donné, dans l'antifascisme militant, une forme de surradicalisation affichée, qui n'était pas d'ailleurs forcément effective, dans des slogans, dans des visuels, des choses qui étaient très visuellement même violentes, on peut le dire, qui pouvaient avoir un effet repoussoir, et qui en plus de ça n'étaient même pas effectives. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de réalité concrète sur le terrain avec la surradicalité qui était renvoyée publiquement. Donc là, je pense que ça a été une erreur. Voilà, on dit avec la Jeune Garde, ça a été une erreur à un moment donné. Ça a été un piège de marginalisation des mouvements antifascistes. Et donc voilà. Et après, la deuxième responsabilité, donc ça c'est la responsabilité interne au mouvement antifasciste. Et la deuxième responsabilité, c'est quand même à notre camp social et politique au sens large, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, les associations, qui à un moment donné aussi n'ont pas assez saisi l'importance du militantisme antifasciste. Et l'ont un peu singé, caricaturé, parce que c'était un peu ils nous agacent un peu avec leur lutte là, à croire que les nazis vont revenir. Même à gauche, il y avait un peu ce mépris aussi de la question de l'autodéfense aussi. Il y a eu beaucoup de mépris, et là aussi ça a été un véritable travail. Mais nous, avec la Jeune Garde, on n'est pas. Alors, on peut avoir de l'orgueil vis-à-vis de nos ennemis politiques de l'extrême droite, mais vis-à-vis de notre camp social et politique, on essaye, si possible, de moins mettre, de moins mettre en avant l'orgueil. Au contraire, on essaie de s'ouvrir et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces organisations ont pensé ça à un moment donné. Et oui, ça nous a des fois coûté au niveau de l'orgueil, mais on a retendu des mains même à des gens qui pouvaient cracher un peu sur nos méthodes d'action, qui fantasmaient sur ce qu'on pouvait être, même qui étaient capables de colporter des choses qui nous ressemblaient pas ou ce qu'on n'était pas tout simplement. Et en retendant des mains, en rediscutant, aussi on a redonné confiance à tout un tas de personnes. Ça a été un véritable travail. Je dis ça encore une fois, on a l'impression qu'avec la Jeune Garde aujourd'hui, c'est établi qu'on arrive à faire des manifestations avec des syndicats, avec des partis politiques, etc. Mais ça a été un véritable travail dans les deux sens,
d'apprendre à se refaire confiance entre malheureusement des formes de militantisme qui a été trop séparées pour nous dans une période où il ne le fallait pas. Voilà. Et un autre truc radical que vous avez fait à cette époque par rapport aux autres mouvements Antifa, que moi j'avais trouvé très très fort quand je vous avais découvert, c'était que vous aviez décidé de parler à visage découvert, enfin d'avoir en tout cas une partie de vos représentants et des porte-paroles qui parlent à visage découvert, alors qu'à ce moment-là, l'antifascisme, c'était plutôt dans, justement, comme tu disais, un peu marginalisé dans un folklore de clandestinité, des mouvements sans visage, assez obscurs, uniquement connus dans les cercles les plus militants. Et dans un sens, ça peut se comprendre, hein, être antifasciste publiquement, c'est s'exposer à des menaces de mort, de harcèlement juridique, policier, tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Mais force est de constater que ne serait-ce que médiatiquement, ça rendait le mouvement Antifa invisible. Alors qu'à la Jeune Garde, en ayant des personnes jeunes qui prenaient la parole publiquement, vous avez très vite attiré l'attention des médias, ce qui va beaucoup visibiliser vos luttes, vos causes et vos discours politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce choix s'est décidé? Est-ce que ça a été facile à faire? Et comment toi tu l'as vécu? Parce que j'imagine que c'est pas rien de parler à visage découvert en étant un des visages de l'antifascisme en France. Justement, c'est la preuve très concrète. D'ailleurs, c'est venu assez tard, c'est venu en 2021, le porte-parole. C'est pas au tout départ de la Jeune Garde, on n'y avait même pas pensé. Et en fait, c'est ce qui m'a plu encore une fois avec la Jeune Garde, et c'est ce qui me plaît toujours dans cette organisation, cette capacité à s'adapter. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé, à aucun moment on s'est dit on aura un porte-parole un jour. Pas du tout. D'abord, il y avait des étapes à franchir. Déjà, juste de survie, on va dire, de notre camp social et politique à Lyon, parce qu'à un moment donné, il s'agissait de ça quand même. Hein. On était voué à disparaître si les fascistes continuaient à grossir comme ça. Et puis en 2021, effectivement, lorsqu'on s'attaque à la génération identitaire, lorsqu'on s'attaque à la question des locaux de génération identitaire, qui était encore une autre affaire que ceux du basson social, et eux, effectivement, génération identitaire, c'était par ailleurs les plus violents à Lyon, ceux qui étaient capables de rassembler le plus de militants d'extrême droite violents, c'était ceux qui étaient capables de donner le plus de coups de couteau, etc. Et de l'autre côté, c'était ceux qui commençaient à faire du lien avec leur Rassemblement national. Il y avait des va-et-vient entre leurs organisations. Il y avait de plus en plus de porte-paroles qui allaient dans les médias, qui commençaient à influencer véritablement des lignes, notamment à l'époque sur Twitter. Et là, on s'est dit, mais en fait, d'où on se permet, encore une fois, sur des principes moraux, un certain purisme militant, de ne pas aller sur ce terrain-là. Alors que nos pires ennemis qu'on a combattus partout dans la rue, etc., eux, vont sur ce terrain-là. En fait, moi, je pense qu'en tant qu'antifasciste, on doit combattre par tous les moyens nécessaires face à l'extrême droite. Et ça veut dire s'adapter à notre ennemi. S'il décide d'aller dans la rue violemment avec des armes, attaquer des manifestations, alors on doit mettre en place des choses qui permettent de défendre, encore une fois, nos manifestations et repousser ces milices. S'il décide d'aller dans les médias, ok, nous aussi on va dans les médias. Alors, avec certaines conditions, avec un certain contrôle sur tout ça, évidemment, politique, on se travestit pas, on dit réellement ce qu'on est, on dit réellement ce qu'on pense, etc., etc. Mais par contre, il faut y aller, il faut aller dans ce combat-là. S'il décide aujourd'hui de passer par les urnes pour accéder au pouvoir, et notamment par la bataille à l'Assemblée nationale pour faire avancer les idées du Rassemblement national, alors on y va. Et c'est ce qui fait qu'on a commencé à s'intéresser aussi à la question électorale et aussi à la question législative, comme récemment. Voilà tout simplement la pensée de la Jeune Garde. Et donc oui, effectivement, ce porte-parole-là, à la fois, c'était quelque chose de très nouveau. Ça a perturbé un peu des codes au sein des milieux antifascistes, mais jusqu'ici, on n'a pas eu de gens qui étaient vraiment qui ont détesté ce choix-là. Il y a eu beaucoup d'interrogations, mais finalement, j'ai la sensation que ça fait quand même assez unanimité pour dire que c'était intéressant d'y aller. Alors, il y a plus ou moins des critiques. Je pense qu'il y a des gens qui diraient ouais, quand même, c'était pas top pour ça. Mais il n'y a pas de refus catégorique, en tout cas, de ce choix-là. Et donc, il fallait le faire. Et je pense que c'était ça, pour le coup, c'est une belle réussite de la part de notre organisation d'avoir su se donner ces outils, en fait, tout simplement. Pour nous, c'est un outil. Comme d'autres formes de militantisme sont des outils, tout simplement. Mais c'est pas un outil anodin, parce que quand tu es un antifasciste, te montrer, c'est quand même s'exposer. Je rappelle que la gauche, en plus de menaces de l'extrême droite, de violences de l'extrême droite, est aussi la cible d'une répression juridique et policière très dure. Je rappelle par exemple le procès de Carnac, un fiasco judiciaire délirant qui a duré 10 ans, où des gens ont été accusés d'appartenir à un mystérieux groupe terroriste, dit le groupe de Tarnac, qui était en fait, et là je cite la présidente du tribunal correctionnel de Paris, une fiction. Donc le groupe de Tarnac était une fiction montée par la police sans la moindre preuve. Heureusement, les accusés de Carnac ont été relaxés, mais après un enfer judiciaire. Et ça, cet acharnement contre la gauche, toi et la Jeune Garde, vous y avez été quand même assez souvent et fréquemment confrontés. La dernière affaire en date, c'était en 2024, une affaire, d'ailleurs, je le souligne, qui ne te concerne plus vraiment, puisque tu n'es plus porte-parole de la Jeune Garde depuis 2022. Je voulais quand même en parler parce que c'est frappant. On est en 2024, le Canard enchaîné sort un papier où il dit que les membres de la Jeune Garde Paris auraient été mis en examen en marge d'une conférence où ils faisaient soi-disant le service d'ordre de Rima Hassan. Selon le Canard, ils auraient tenu des propos antisémites et frappé un jeune homme à plusieurs reprises.
Tous les médias reprennent l'affaire, Jordan Bardella en parle, il parle de passage à tabac, qualifie la jeune garde de groupuscule antisémite. On apprend que 8 membres de la jeune garde ont bien été mis en garde à vue pendant 48 heures, puis en détention provisoire, et que des perquisitions ont été réalisées. Donc ça a l'air extrêmement grave. Sauf que le temps passe et on apprend par le parquet que les membres de la jeune garde ne faisaient pas du tout partie du service d'ordre de Rima Hassan, ce que confirme Rima Hassan elle-même. On apprend ensuite que selon le plaignant lui-même, il n'y a eu aucun coup porté par qui que ce soit. On repassera pour le passage à tabac. Et finalement, Marianne explique que s'il y a bien eu une altercation verbale, aucun propos antisémite n'apparaît dans le dossier monté par le parquet. Donc à la fin, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est une altercation verbale, c'est tout, mais une altercation verbale qui a été montée en affaires nationales avec une intimidation juridique très forte. Du coup, comment toi, dans ton engagement, tu vis cet acharnement juridique, institutionnel, qui t'a d'ailleurs particulièrement ciblé, puisque je le rappelle, tu es aussi l'heureux détenteur de 3 fiches S. Ouais. Alors, juste sur cette question du porte-parole là et pourquoi ils sont y allés, moi, sur une question très, très bête, mais en fait, politiquement, on avait accepté l'idée qu'il fallait un porte-parole là. Et l'avantage, c'est que moi, j'étais connu, parce que c'est 3 ans que je militais sur le terrain à Lyon. J'étais déjà aussi assez visible en manifestation, etc. Donc, en fait, tous les fascistes me connaissaient. Et à force, je croise beaucoup dans la rue, donc voilà, forcément, ils me connaissaient tous. Donc, c'était plus facile aussi de passer au porte-parole là, parce qu'entre guillemets, j'avais pas grand-chose à perdre, si ce n'est de me faire connaître aussi au niveau national. Mais fondamentalement, à Lyon, tous voulaient ma peau. Ils m'avaient déjà menacé jusqu'à mon domicile. Enfin, je veux dire, on était déjà dans une situation où, de toute façon, bon, bah, tant qu'à faire, allez hop, on y va, quoi. C'est aussi plus simple de ce point de vue-là. Peut-être que si je n'avais pas été connu, ça aurait été quelqu'un d'autre et peut-être j'aurais dit, oula, non, moi, je m'aventure pas là-dedans, quoi. De ce point de vue-là, c'était peut-être plus simple aussi, voilà, pour le petit détail technique. Et après, dans l'affaire que tu racontes, je veux dire que tu as tout résumé. C'est-à-dire que on nous fait monter, d'ailleurs, il y a eu des plaintes qui sont parties, notamment contre Jordan Bardella, il me semble, spécialiste de l'affaire. Et voilà, mais je sais qu'il y a eu des plaintes pour diffamation qui ont été portées. Mais quand même, l'affaire, elle est folle. Déjà, des militants antifascistes qui mènent une agression antisémite, il y a un truc qui va pas. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Je veux bien qu'on soit pas tous parfaits, que des fois il peut y avoir des erreurs. Mais voilà, pour le coup, c'est mal de nous connaître avec la jeune garde. On est quand même des gens très disciplinés en plus. On n'a jamais été dans des affaires de violence, dans des bars ou que sais-je, bourrés, machin. Donc alors mener une agression raciste, parce que c'est ça dont on nous accusait, c'est juste complètement dingue. Et derrière, on apprend que contrairement à ce qui a été dit, bon, moi évidemment, j'avais parfaitement confiance en mes camarades, hein, mais il n'y a pas de coup. Il n'y a pas eu d'altercation sur des bases antisémites, comme le dit le parquet. En fait, tout ça est fondé sur rien, si ce n'est attaquer des militants antifascistes, tendre quand même. Enfin, les perquisitions, les gardes à vue ont eu lieu en pleine élection législative. Enfin, je veux dire, sans faire le complotiste, étrange, etc. C'est quand même assez étrange dans un moment où je subis, mais on subit à travers mon élection avec la jeune garde, une violence médiatique inouïe qu'on n'avait jamais subie jusqu'ici. Et d'ailleurs, c'est bien la preuve que, quand même, ils n'aiment pas trop qu'on aille aussi se mêler de ce genre de choses. Donc, lorsqu'on est militant, ils n'aiment pas trop qu'on aille dans les élections. Ils n'aiment pas trop qu'on aille aussi toucher à ces zones de pouvoir, parce qu'ils aiment bien qu'on reste aussi bien à notre place, rester bien sage. Là, on a décidé d'y aller et on ira jusqu'au bout. Et donc oui, voilà, donc ça apparaît dans ce truc-là, sur la base de, effectivement, un jeune homme qui dit avoir reçu des jours d'ITT pour violence psychologique, parce que dans le métro, il y a eu une petite altercation verbale, encore une fois, sans motif antisémite, sans insulte raciste ou que sais-je. Je veux dire, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale était 10 fois plus violent que ce qui s'est passé dans le métro. Pour vous dire le niveau un peu qui est affligeant, quoi. Et quand même, avec le caractère antisémite, c'est d'une violence, mais sans nom pour nous. J'ai envie de dire, c'est ce qui nous constitue politiquement. C'est ce pourquoi, même si je disais sur le plateau de BFM à un moment donné, mais c'est ce pourquoi même on s'est mis à militer la question de la lutte contre le racisme et évidemment la question de la lutte contre l'antisémitisme. Qui était dans la rue durant des années pour dégager les milices, notamment d'Alain Soral, notamment dans les mouvements palestiniens en 2015. Alors aujourd'hui, on traite les mouvements palestiniens d'antisémites, etc. Moi, je me souviens que les manifs de 2015 étaient beaucoup plus infestés d'antisémites à la Alain Soral, etc. Organisés pour le coup, les violonistes et compagnie qu'on a dû dégager, mais physiquement, on les a dégagés, ces gens-là. C'était pas tous les gens là, qui viennent nous apprendre c'est quoi la lutte antisémite. Depuis des années, on sape les milices néo-nazis les plus violentes dans la rue. On les dénonce, on les décortique et on les dégage aussi physiquement lorsqu'ils viennent attaquer des événements, etc., etc. Et c'est nous qu'on vient traiter antisémites. Enfin, je veux dire, c'est le monde à l'envers, quoi. Et effectivement, c'était violent. Pour les camarades, je sais que ça a été aussi dur. Alors évidemment, la question de la répression de façon générale, c'est toujours dur. Mais sur ces motifs-là, ouais, c'est archi violent. C'est archi violent parce que c'est ce qui nous constitue politiquement. C'est vraiment, c'était dur à vivre. Après, nous, on est sereins
parce qu'évidemment, on est très clair avec nos idées. Et s'il y avait une once d'antisémitisme chez un camarade, bah, ce serait merci, au revoir, la porte elle est grande ouverte, elle est là-bas. Voire même pire si on apprenait des choses plus terribles. Mais voilà, nous on est très clair avec ça. Donc de ce point de vue-là, ça va, mais c'est sûr. En tout cas, ça révèle beaucoup de la période. Mais par contre, là où ça nous rassure, et encore une fois, cette campagne législative l'a montré, c'est qu'il y a une déconnexion de ce champ politique et médiatique qui part, mais en vrille totale. L'épisode aussi d'Amsterdam nous l'a révélé. Et il y a quand même une déconnexion du champ politique et médiatique avec ce qui traverse réellement la société, et notamment la jeunesse qui s'entraîne là-dedans. Donc c'est là où aussi on est rassuré, c'est qu'on se dit, malgré toutes les conneries qu'ils ont pu lâcher, malgré toutes les heures qu'ils ont pu lâcher, les gens quand même, ils sont pas dupes et ils savent à peu près où se trouve encore la vérité, quoi. Et pour revenir justement sur les élections, depuis le 7 juillet 2024, donc tu es élu député nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse. C'est LFI qui a porté ta candidature. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment s'est fait le rapprochement avec LFI, puisque je crois qu'à la base, toi, tu étais plutôt proche du NPA. C'est d'ailleurs eux qui t'avaient soutenu lors de ta première candidature aux législatives. Du coup, quand est-ce que tu as été approché pour cette campagne express qui s'est quand même faite très très rapidement? Donc j'imagine que ça a dû un peu tomber d'un coup et qu'il a fallu prendre une décision rapide. Et comment tu l'as vécu, puisque tu as été souvent justement au centre de polémiques hyper violentes, notamment voilà, sur l'antisémitisme, les fiches S, etc., etc. Ouais. En fait, depuis 2022, ça a été un peu un déclic. Déjà parce que niveau politique, quand même, il y a eu un second tour Macron-Le Pen qui aurait pu être évité si Jean-Luc Mélenchon était arrivé au second tour. Donc là, ça nous a fait quand même un déclic. Et pas, quand je dis nous, c'est pas que la Jeune Garde, hein. On a senti tout un tas d'organisations, associations, tout des tas de secteurs de la société qui se sont dit, ah ouais, je dirais pas on a loupé quelque chose, mais on n'avait peut-être pas pris la mesure de l'ampleur de la situation et l'intérêt que ça avait quand même de se resserrer un peu les rangs, même si on peut avoir des désaccords, même si aussi on peut avoir des a priori, hein, sur la stratégie électorale, etc. De pas avoir pris aussi à bras le corps cette question. Nous, à la Jeune Garde, on avait commencé un peu à s'intéresser à cette question-là électorale en disant il faut démobiliser le vote du Rassemblement national. Donc on a commencé à mener des campagnes, notamment au niveau local. Voilà, on a réussi sur des marchés à faire des petites campagnes contre le RN, etc. C'était intéressant pour nous. Mais c'est vrai que on n'était pas rentré en profondeur. Et 2022, ça a été un déclic. Et notamment, les élections législatives aussi 2022 ont été un déclic parce qu'on a vu des figures comme Rachel Keke arriver à l'Assemblée nationale, comme Sébastien Delogu. Nous, ça nous parlait que des gens comme ça arrivent à l'Assemblée nationale, des gens de notre classe, des gens qui sont capables voilà, de défendre quelque chose, j'ai envie de dire, qui ont vécu, quoi. C'est pas des politiciens professionnels, c'est des gens qui ont vécu d'autres luttes. Je pense à Rachel Keke, des luttes syndicales à l'hôtel Église Batignolles, victorieuse d'ailleurs. Et ça, on s'est dit, ah, il y a peut-être un truc qui se passe à gauche. On restait très prudent, et on reste très prudent encore aujourd'hui. On sait que l'électoralisme, il peut avoir de fâcheuses tendances à casser aussi des dynamiques sociales et à se détacher de son objectif de base. Donc ça, on reste très conscient de tout ça. Mais on s'est dit, autant se rapprocher d'une organisation politique qui aujourd'hui, c'est vrai, arrive à tenir la barre, alors que nombre d'organisations politiques ne peuvent pas vraiment s'en prévaloir face aux polémiques dans les médias, face aux polémiques politiques, etc. Et c'est des gens qui tiennent la barre. Et donc, on a commencé à se rapprocher de la France Insoumise, à échanger politiquement sur quels étaient véritablement leurs projets. Ok, on a bien compris. Ok, c'est pas une question électorale. Comment est-ce que vous comptez y arriver? Ok, c'est aussi en faisant unité, ça nous parlait, unité avec tout ce qui compose notre plan social, en respectant aussi ce qu'on avait à dire. Moi, là où j'ai été très agréablement surpris, c'est la capacité d'écoute de la jeunesse et de ses revendications, notamment sur l'antiracisme. Hein. La gauche, on part de très loin sur les questions de l'antiracisme et notamment sur les questions d'islamophobie. Je sais que la France Insoumise, il y a encore du boulot, évidemment, comme tout un tas d'autres organisations, mais je sais qu'il y a une vraie évolution de ce point de vue-là, de prise en compte de ces thématiques, et c'était très agréable dans les échanges qu'on a pu avoir, et aussi sans mépris sur ce qu'on pouvait être. Voilà, il y a une vraie volonté de comprendre aussi qu'est-ce que nous, on avait mis en place avec la Jeune Garde, et très rapidement, on s'est mis à discuter de pourquoi pas, lors de prochaines échéances électorales, commencer à discuter ensemble. Et nous, on a dit, effectivement, ça nous intéresserait d'avoir un ou des députés à l'Assemblée nationale. Quand je dis des, c'est pas des centaines, hein, un, deux, trois, peu importe, pour aller combattre le Rassemblement national directement sur place. Et forcément, aussi, la députation, ça fait prendre aussi un niveau politique, une visibilisation politique encore supérieure. Donc, ça participe à notre développement, etc., etc. Bref. C'était qui ton interlocuteur à l'époque? C'était qui chez LFI? Tu parlais avec qui? Tu dis on a commencé à dire que, tu vois, tu discutais concrètement avec c'était quoi, un député local, un élu? En fait,
Ouais, alors des députés locaux, évidemment. Là où on était implanté avec la Jeune Garde, il a commencé à avoir eu des échanges, etc. Et aussi directement avec les directions, avec des gens comme Mathilde Panot, comme Manuel Bompard, comme Jean-Luc Mélenchon directement. Il y a eu des échanges comme ça, à plusieurs échéances, encore une fois. On savait pas exactement où ça allait, on savait pas exactement où eux aussi voulaient aller, et eux, d'ailleurs, n'avaient pas d'objectif, comme nous, on n'en avait pas très concret. On s'est juste dit qu'il fallait discuter. Et nous, on n'est pas des grands dogmatiques avec la Jeune Garde, même si on a une formation politique hein, qui est très claire. Hein. La plupart, d'ailleurs, on se revendique marxiste. Et quand même dans nos analyses, c'est assez clair, politique, internationaliste, anti-impérialiste, etc. Ça va de soi. Mais pour autant, on a cette capacité à dire un peu ce truc de terrain, de militant de terrain, j'ai envie de dire, de qui tient la barre, quoi. Qui est capable de tenir la barre organisationnellement, qui a faim aussi de victoire, parce qu'il y a des gens qui sont encore une fois très purs politiquement, qui peuvent être très intéressants dans la formation politique, mais qui pour autant, ils n'ont pas vraiment la gagne, ils obtiennent, enfin, ils mènent pas beaucoup de campagnes de terrain, et ils obtiennent pas grand chose. Donc c'est ça aussi qui nous a plu à la France Insoumise, c'est-à-dire ils obtiennent des victoires. Dans une situation où tout notre corps recule, on a des organisations qui s'effondrent, on a des organisations qui reculent, qui n'arrivent plus à tenir la barre, etc., il y a des organisations dont nous, on pense qu'on fait partie avec la Jeune Garde, mais dont aussi la France Insoumise, elles avancent au contraire, elles arrivent à gagner des batailles, elles arrivent à donner un peu de dignité et de fierté à notre camp. C'est là qu'on a trouvé intéressant. Et donc voilà, il y a eu ces enchaînements, encore une fois, d'échanges. Et la France Insoumise s'est dit plutôt favorable à l'idée de dire que s'il y avait de futures élections, on s'était dit pourquoi pas 2027, il n'y avait pas de truc fixe, on s'est pas dit Raphaël, ce sera telle circonscription, ou Jeff, ce sera telle circonscription. Ça s'est pas du tout défini comme ça, c'était plus on continue à échanger ensemble sur certains événements, sur certaines manifestations, sur certains meetings, voilà. Pourquoi pas des campagnes communes avec d'autres organisations, non pas que la France Insoumise. Voilà, il y avait cette volonté-là et dire que quand il y aurait des échéances électorales, à ce moment-là, on rediscutera. Comme tu l'as dit, 2024, avec la dissolution, ça arrivait en boulet de canon. Donc malheureusement, on n'a pas eu toutes les discussions qu'on aurait aimé avoir. Eux comme nous, je pense, hein. Et la France Insoumise et nous comme Jeune Garde. Donc on a échangé de façon très brève en réalité. Hein. C'était un peu en gros, est-ce que vous êtes chaud d'y aller? Nous on a dit oui, oui on a envie d'y aller. On a dit que, notamment dans cette situation politique, ça avait beaucoup de sens. Même si on gagnait pas, on n'était pas sûr de gagner. Hein. On est plutôt du genre quand même à vouloir gagner avec la Jeune Garde. Hein. On a quand même un peu cette mentalité, mais on était en mode, il y a quand même beaucoup de symboles à ce que l'antifascisme soit représenté dans ces élections législatives, alors on laissera pas prendre le pouvoir. Et derrière, effectivement, avec toutes les discussions qu'on avait eues précédemment, de y aller, tout simplement. Tu t'es pas dit, oh merde, quand t'as eu le coup de téléphone, genre, c'est pas du tout la date prévue, la pire élection possible et tout, il n'y a pas eu un truc en toi où tu te dis, oh putain, comment je vais le faire Non, parce qu'en réalité, dès qu'il y a eu la dissolution, on était d'ailleurs avec plusieurs camarades, hein, on a eu tout de suite, on a dit, non, mais là, faut qu'on discute, quoi. Il va falloir qu'on discute parce que déjà, on était plus préparés. Aussi en 2022, on a été surpris un peu par les événements, la capacité à l'extrême droite aussi à faire une campagne très forte avec Éric Zemmour aussi, hein, qui a beaucoup perturbé cette élection, qui a changé un peu le format classique auquel on était confrontés ces dernières années. La capacité d'entraîner toute une vague de personnes qui jusqu'ici n'étaient pas militants d'extrême droite puis qui le sont devenus durant l'élection. Du coup, on était un peu plus préparés à ça et on s'est dit, ouais, allez, on sait qu'on va avoir des discussions. Et s'il y a l'opportunité, on s'est dit tout de suite, si la France Insoumise est OK et qu'il y a des opportunités, on y va. Okay. Et encore une fois, ça dépendait après de où, comment, pourquoi. On avait aussi cette volonté d'aller combattre le RN, hein, ça allait de soi. Du coup, c'était un peu aussi idéal là dans la circonscription, dans le Vaucluse, parce que le RN était partout et comptait bien reprendre toutes les circonscriptions. C'était une belle bataille de ce point de vue-là. Et ta candidature avec celle d'autres candidats et candidates, je pense notamment à Rima Hassan, j'ai l'impression que ça a aussi marqué une rupture du côté des LFI avec une stratégie que j'appellerais la stratégie yaourt blanc ou stratégie Ruffin, pour ne pas le dire, qui consiste à essayer, on va dire, de plaire aux modérés de gauche et de droite, aux fameux centristes de gauche, cette espèce d'animal mythique que personne n'a jamais vu. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je dois faire mon mea culpa par rapport à ça, c'est que, honnêtement, moi, quand on m'a dit Raphaël Arnaud, Rima Hassan sur des circos, franchement, au début, moi, j'y ai pas cru. J'ai même été assez critique, assez dur, parce que je me disais, mais c'est trop court, c'est un temps trop court, la proposition est trop radicale, ça va donner des balles à nos ennemis qui vont retourner ça en polémique médiatique infinie, et on n'aura jamais le temps de faire une campagne et tout. Et je dois reconnaître, franchement, je le dis très honnêtement, j'ai eu totalement tort là-dessus. Est-ce que toi, tu avais conscience que ta candidature marquait une rupture politique à gauche, et comment t'expliques cet engouement du côté public pour une proposition de gauche qui ne cherche absolument plus à se déguiser?
Bah, forcément, si on avait décidé d'y aller, c'est qu'on savait que ça allait le faire, en tout cas politiquement, que c'était intéressant. Si on savait pertinemment, comme tu l'as dit, hein, oui, c'est un réflexe qui est pas mauvais de se dire, enfin, la question stratégique de dire, est-ce que ça, encore une fois, comme je te disais, est-ce que ça va plus effrayer notre camp social et politique que faire du mal à nos ennemis? C'est une vraie question stratégique qu'il faut se poser à chaque fois. On est dans une situation politique où je pense qu'effectivement, il fallait faire ça. Il fallait faire ça, il faut continuer là-dedans, à rassurer notre camp au sens large, sans être débile. Hein. Le but, c'est pas d'effrayer non plus le centre-gauche qui peut être encore dans une forme d'hésitation politique, etc., qui peut être un peu mou. Le but, c'est pas d'effrayer ces gens-là. Par contre, ça va être de renforcer aussi notre camp qui a besoin d'être rassuré dans une période où, quoi qu'il arrive, quoi qu'on mette comme candidat, quoi qu'on défende, même les choses les plus molle, j'ai envie de dire. Enfin, la France insoumise qui font sur la question internationale, c'est se référer systématiquement au droit international. À dire l'ONU a dit ça, enfin l'ONU, c'est pas une organisation gauchiste trotskiste. Hein. Mm. L'ONU, c'est un truc quand même qui est largement à l'avantage des puissances impérialistes, largement à l'avantage d'États comme les États-Unis, etc. Je veux dire, c'est pas trop notre tasse de thé sur tout un tas de sujets. Et ben la France insoumise, juste en tenant la position des organisations internationales, dont l'ONU, s'est retrouvé dans des polémiques, mais hallucinantes. Et donc, on est dans cette période politique. Peu importe ce qu'on dise, peu importe ce qu'on fasse, il va y avoir ces polémiques. Et donc, il y a deux façons de répondre à ça. Il y a où la façon de se dire, on va essayer de continuer à leur plaire, on va essayer de passer par d'autres chemins, de surtout pas dire ce qui fâche, etc., etc. Ce qui fait que pour moi, d'une part, les gens qui nous aiment pas, ben, ils voteront pas pour nous. Enfin, je veux dire, ils vont pas se mobiliser pour nous parce qu'on paraît plus gentil, de un. Et de deux, surtout, ça fait peur à notre camp. Notre camp se dit, mais en fait, c'est pas avec eux là qu'on va tenir dans la période. Toute la violence politique et médiatique qu'on se mange dans la gueule, que ce soit les retraités, les personnes qui se font licencier, les musulmans et musulmanes, évidemment, euh, euh, les personnes LGBTI, bref, toutes ces personnes qui se font lyncher politiquement et médiatiquement. Et ben oui, ils se disent, on a besoin d'avoir des personnes qui tiennent la barre dans la période. Et encore une fois, je pense que ça a été un gros atout dans la campagne que d'avoir des personnalités comme Rima Hassan, comme moi, mais il y en a eu d'autres, pour marquer un peu le terrain, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, tu es député, mais toujours antifasciste. Évidemment, ça a soulevé pas mal de critiques dans les milieux antifa en France, puisque historiquement, chez les antifas français, il y a un folklore révolutionnaire très ancré, avec un rejet des institutions, que ce soit les syndicats, les partis. Donc, devenir député, c'est alors vraiment vécu comme une espèce de trahison. Comment tu réponds à ces critiques et est-ce que du coup, on peut être antifasciste à l'Assemblée? Ouais, bon, en réalité, on n'a pas eu tant que ça, hein, comment dire, de véhémence au fait qu'on aille aux élections et au fait que je sois député. Moi, sur le terrain, je ne l'ai pas rencontré comme ça, même si ça peut exister, tant que ça, je veux dire, même si ça peut exister. Je comprends, hein. Il y a une vraie forme une forme de peur aussi, une forme de rejet de ce que peut être un peu la machine institutionnelle, notamment d'une Assemblée nationale ou d'autres sphères institutionnelles. Et il y a toujours cette question stratégique, encore une fois, dans le camp social et politique, c'est que est-ce que le fait d'y participer, ça participe pas à légitimer justement des institutions qui peuvent effectivement être traversées par des politiques réactionnaires, autoritaires, racistes, etc. Il y a vraiment cette question-là et je pense que je suis pas du tout en train de mépriser, au contraire, je dis qu'il faut se poser cette question-là systématiquement. Et peut-être qu'un jour, stratégiquement, c'est possible, hein. C'est possible que dans 5 ans, je me dise, il faut arrêter d'aller dans ces élections-là, il faut arrêter d'aller dans ces institutions-là, parce que la période politique fait que c'est pas intéressant d'aller légitimer des endroits comme ça à l'heure où ça part totalement en je sais pas quoi. Peut-être, mais en tout cas, là, aujourd'hui, dans la période actuelle, nous, on a jugé que c'était intéressant d'y aller. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on n'est plus dans un luxe qui s'est passé à l'après-guerre où on avait une gauche institutionnelle qui était très forte. Et du coup, on pourrait se permettre dans la radicalité d'être totalement, j'ai envie de dire, séparé même dans l'agenda politique de cette gauche institutionnelle. Parce qu'on avait des garde-fous, alors qu'ils pouvaient trahir sur tout un tas de sujets, hein, cette gauche institutionnelle. Mais pour autant, on avait des sortes de garde-fous qui faisaient qu'on restait dans un état de droit. Ce qui fait qu'on restait quand même dans une forme de démocratie certes libérale et certes bourgeoise, mais on restait quand même dans un certain cadre. Et lorsqu'on a vu cette gauche institutionnelle, d'une part, trahir tellement qu'ils se sont déjà autodétruits, et puis surtout une radicalisation de ce champ politique, institutionnel et médiatique, etc., tout à coup, on se rend compte que, ah ouais, en fait, tu te retrouves vite tout seul, pardon, et ça fait vite un sacré changement quand tu as vraiment plus de gens qui sont là-haut quand même pour défendre un minimum de démocratie et un minimum de droit, quoi. Et donc oui, on s'est posé cette question-là. Et j'ai un exemple, c'est que moi récemment, je me suis rendu en Italie à Rome, j'ai été invité par un centre social qui historiquement, c'est des camarades ou libertaires ou communistes de la première heure qui sont radicaux, voilà, au bon sens du terme, et qui sont très critiques, et toujours très critiques du fonctionnement institutionnel, électoraliste, etc. Et en fait, ils sont
impressionné, alors forcément il y a beaucoup d'interrogations, mais impressionné par ce qu'on a réussi à faire, et notamment par ce qu'a réussi à faire la France Insoumise. C'est-à-dire qu'en Italie, ils n'ont pas d'organisation qui a réussi à ramener comme ça la question des luttes sociales et la question de tout ce qui compose le plan social et politique dans des institutions comme l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, ce qui leur paraît très étranger aux camarades, mais d'un côté, ils sont très impressionnés et ils se disent, mais c'est incroyable, quoi, ce que vous avez réussi à faire. Avec, d'un côté, maintenir une certaine radicalité politique que vous êtes, que vous incarnez et ce que vous avez toujours fait, et de l'autre côté, de réussir à travailler avec des organisations comme la France Insoumise et de gagner des batailles, même électorales. Donc ça, c'est sûr qu'on avance de ce point de vue-là. Et encore une fois, les plus puristes, oui, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui vont critiquer. Et en soi, c'est pas mauvais. Hein. Il faut aussi des personnes qui ramènent systématiquement à ces thématiques. Pas que pas que ce soit quelque chose de naturel. Chaque chose est un outil. La manifestation est un outil, l'élection est un outil. Et chaque fois, il faut remettre en question ça. C'est pas une fin en soi. C'est ce que je veux dire. Donc c'est très important que les gens veillent à ça. Et de l'autre côté, on a toute une évolution de plein de pans comme ça, dont en Italie, des camarades qui se posent aujourd'hui la question de la stratégie qu'on a pu mettre en place et qui trouvent ça très intéressant. Et c'est quoi aujourd'hui, justement, à l'Assemblée, en tant que député, un peu les dossiers sur lesquels tu as envie d'appuyer, les trucs sur lesquels tu dis là, moi, je vais amener mon regard antifasciste, je vais amener mes compétences. Je pense que c'est de ça qu'il faut qu'on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gros thèmes sur lesquels tu as déjà commencé à travailler ou sur lesquels tu comptes travailler? Déjà, le premier truc antifasciste, déjà, c'est de décortiquer un peu ce que fait le RN. Typiquement, pendant le budget, je n'étais pas le seul. En réalité, tous les députés, au moins de mon groupe parlementaire, parce que je les vois faire, et en partie aussi les autres députés de l'UNFP, naturellement, commencent à avoir des réflexes antifascistes, hein, j'ai envie de dire, hein, de décortiquer ce que propose le RN, de les coincer dans leurs contradictions, parce que typiquement, sur le budget, c'est des voyous, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire croire qu'ils seraient du côté de la question sociale. En réalité, dès qu'ils en ont l'occasion, ils protègent le capital et ils protègent les macronistes. Donc, il y a cette bataille-là à mener, d'aller coincer le RN là où on peut. Et après, sur la question de mon travail parlementaire, au-delà de la question de l'extrême droite, mais moi, j'essaie de me nourrir du terrain, parce que c'est là aussi d'où je viens. Là, typiquement, sur Avignon, voilà, on a mené la bataille à l'hôpital d'Avignon, on a soutenu le bloc opératoire qui était en lutte. On a visité les prisons. On commence à avoir plein d'échéances dans plusieurs quartiers d'Avignon. On commence à mettre en place des choses sur la question du sport, sur la question du logement. Il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a un aéroport aussi à Avignon qui dessert tout le Vaucluse là, pour les bourgeois qui viennent en jet privé. C'est un aéroport qui n'est pas connu. Hein. Donc c'est une catastrophe et d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. Et en plus de ça, c'est notre argent public qui finançons en grande partie cet aéroport. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce projet-là. Effectivement, c'est des batailles aussi qu'on veut mener. Et ensuite, ça passera effectivement par comment est-ce que, par la loi, par le travail législatif, on peut réussir à régler ces problèmes-là. Donc, je t'avoue que voilà, je ne sais pas encore exactement comment ça va se dérouler. Et après, une question très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation politique où l'Assemblée nationale est tellement bloquée. On l'a vu hier avec cette histoire de la niche parlementaire de la LFI qui a été complètement. Enfin, les macronistes ont totalement été dans l'obstruction. Aujourd'hui, on prépare même politiquement une potentielle chute du président de la République, une potentielle une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est difficile de partir dans des longs projets législatifs et c'est très frustrant parce que ce qu'ils sont en train de faire les macronistes, et c'est ce qui a été dit notamment par le député Alexis Corbière, mais j'étais tout à fait d'accord, ce qu'ils sont en train de faire là à l'Assemblée nationale, ce qu'ils sont en train de provoquer et avec la dissolution et avec l'obstruction, etc., c'est l'antiparlementarisme. C'est de semer la graine dans la tête des gens que finalement l'Assemblée nationale, ça ne sert pas à grand-chose. Et lorsque tu sèmes cette idée-là dans la tête des gens, c'est de se dire finalement, déjà que le président de la République il a beaucoup de pouvoir, pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas encore plus de pouvoir et plus d'autoritarisme pour régler les problèmes? Et là, pour le coup, c'est assez dangereux politiquement. Les peu d'espace encore démocratie qui peuvent exister dans cette société peuvent être mises à bas, j'ai envie de dire. Donc là, effectivement, il y a du travail. Puis encore une fois, sur la question, qu'est-ce qu'être antifasciste à l'Assemblée nationale? Simplement apporter une forme d'expertise sur qui ils sont. Là, typiquement, il y a des députés du Rassemblement national. Je sais que Street Press aussi est dans la boucle parce qu'ils ont eu des informations. On va sortir des informations parce que, notamment, c'est les liens qu'elle peut avoir avec l'extrême droite violente, radicale et néo-nazie lyonnaise de cette députée du Rassemblement national. Typiquement, c'est des choses, je ne suis pas le seul à pouvoir le faire, bien évidemment que non. Mais de fait, on a des relais militants, politiques, etc., qui font que c'est plus facile d'avoir cette expertise parce qu'on a toute cette expérience, encore une fois, antifasciste. Donc voilà à quoi on sert à l'Assemblée nationale.
Puis je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée, il y a le bloc de gauche et en face, il y a une alliance tacite entre l'extrême centre et l'extrême droite, on pourrait dire, hein, entre la Macronie et le RN, hein, puisque la Macronie ne pourrait pas maintenir son gouvernement sans la validation du RN. Et on a vu pas mal de petits signaux, de petits clins d'œil médiatiques entre les deux camps pour dire, pour valider en fait l'alliance. Et je pense que dans un moment comme celui-là, c'est d'autant plus important d'avoir un regard antifasciste, justement, pour pouvoir cibler, comme tu dis, la réalité de ce qu'est le RN, puisqu'on vit une période quand même terrible où il y a vraiment, on va dire, dans le discours médiatique, une banalisation, une normalisation du RN, où on en est à avoir des débats publics sur Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, est-ce que le RN est vraiment un parti dangereux, et là je pense que du coup avoir quelqu'un qui a une vraie connaissance de ces milieux-là, une vraie expertise de ce qu'est la violence de l'extrême droite, puisque les gens l'oublient, mais on déteste pas l'extrême droite par pudeur morale, on déteste l'extrême droite parce qu'elle tue, parce qu'elle agresse en permanence et tout, c'est essentiel. Et je pense que dans un sens, c'est là où ta présence à l'Assemblée, ça envoie quand même un message, c'est à la fois un message très fort à l'extrême droite, qui on n'oublie pas qui vous êtes, et aussi ça permet d'appuyer une expertise extrêmement utile. Oui, t'as tout résumé. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de mes questions. Il y avait une ou deux questions du chat. Il y avait une question sur la jeune garde. Quelqu'un qui demandait, qui est une jeune femme lyonnaise qui dit que par rapport à la jeune garde, on lui a dit de faire attention parce que c'était pas forcément trop pour les femmes d'aller dans la jeune garde, etc. Est-ce que tu as une réponse à ça? C'est une question qui revient très souvent lorsque je fais des conférences ou des interventions publiques et qui est légitime. Parce que dans notre organisation, il y a quand même une majorité d'hommes. Alors aujourd'hui, ça a tendance à changer, ça. Mais il y a une majorité d'hommes. On fait face aussi à une violence extrême et donc peut être envoyé à nos modes d'action, la question de la virilité, etc., même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je pense qu'il y a pas mal d'interrogations de ce point de vue-là. Et les meilleures réponses que peuvent apporter les femmes de l'organisation, c'est leur place actuelle dans l'organisation. Aujourd'hui, on a, notamment dans les responsables, parce qu'on a des responsables avec la jeune garde qui sont, on va dire, à peu près à équivalence en termes de numérique que les hommes. Donc pour nous, c'est très important. On a des femmes qui sont capables, même pas qui sont capables, qui mènent des services d'ordre dans des manifestations. On a des femmes qui prennent à bras-le-corps la question politique aussi, évidemment. Donc, on est dans cette situation politique où aujourd'hui les femmes, peu importe les organisations politiques par ailleurs, du virilisme et du sexisme dans toutes les organisations, ça a traversé toutes les organisations politiques. Mais c'est vrai que dans l'antifascisme, il y a une réelle peur parce que c'est réel, l'antifascisme, on part d'un peu plus loin que les autres organisations politiques. Il y avait des réflexes très virils, très masculins, qui peuvent exister encore, qu'on essaie de corriger tout le temps, mais typiquement, il y a tout un tas de règles qu'ont mis en place les femmes de l'organisation. Alors je dis pas que ça empêche toute question sexiste ou quoi, mais typiquement, elles ont mis en place le fait que dans des mouvements collectifs, les femmes ont interdiction de toucher à des tâches ménagères, cuisine, etc. C'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est parce que elles ont observé le fait qu'il y a des moments de réunion, on va dire, j'allais dire institutionnel, mais officiel, où chacun se met autour de la table, on discute comme dans toute organisation politique, et il y a des discussions politiques plus informelles. Et c'est souvent dans des moments, typiquement autour d'un repas, lorsque les femmes sont en train de cuisiner ou de faire le ménage, je ne sais quoi, dans des moments collectifs. Là, tout à coup, les mecs, il y a beaucoup de discussions dans les organisations politiques informelles, de développement de l'organisation. C'est généralement, d'ailleurs, dans ces discussions que mûrissent des projets politiques, des avis sur les choix stratégiques, etc. Et ben, les femmes ont dit, c'est justement pour cette raison politique que vous allez vous occuper de la charge mentale d'organiser les tâches ménagères, de cuisine, etc. Pour que nous, les femmes, on puisse avoir ces temps-là aussi informels, pas que pendant les réunions où tout le monde est à peu près à égalité, en tout cas dans le fonctionnement, mais aussi dans ces temps informels. C'est des petites choses comme ça qui ont été réfléchies par les femmes de l'organisation pour éviter justement qu'elles soient mises de côté ou mises à mal dans l'organisation. Et jusqu'ici, les femmes de la jeune garde, en tout cas, de leur bilan, celles qui ont traversé d'autres organisations politiques, reste plutôt un bon bilan au sein de la jeune garde en disant que elles s'y sentent bien, elles sont considérées véritablement comme des camarades. Voilà. Et ça ne nous émancipe pas malheureusement de tout ce qui peut traverser la société. Oui, puis sur l'autodéfense, moi j'ai envie de dire aux gens, parce que moi dans la vie je suis aussi prof de boxe, à un moment donné, le genre, je veux dire, n'empêche absolument pas que vous soyez en capacité de mettre un pain à quelqu'un
si on vous apprend à le faire. Et moi, j'ai souvent dit aux gens dans plein de milieux militants, vu les violences de l'extrême droite, les attaques qu'il y a sur des manifs, des mouvements et tout, ça coûte rien d'apprendre à se défendre et ne laissez pas ça justement à un mythe viriliste, comme quoi il y aurait que les hommes cis qui peuvent savoir mettre un direct du droit, n'importe qui peut y arriver. Et je trouve que d'ailleurs, dans plein d'assauts militantes, maintenant, il y a de l'autodéfense antifasciste avec des cours de boxe, des trucs comme ça, qui se font de plus en plus. Hein. Mais c'est d'ailleurs le travail des. Enfin, souvent les femmes de la jeune garde, elles sont souvent confrontées un peu à ça au sein de camps social et politique, d'essayer de légitimer le fait que les femmes aussi peuvent s'appartenir à ces questions. Et que c'est pas qu'un truc justement viril ou qui appartient aux hommes ou je ne sais quoi. C'est une véritable bataille parce qu'on va pas refaire tout le processus, mais on n'est pas socialisé de la même façon les hommes et les femmes. Les hommes, il y a un peu la culture héroïque de l'homme qui est beau au combat, etc. À l'inverse, la femme, c'est que toi, il reste bien assis, on s'occupe de tes affaires. Du coup, oui, il y a cette bataille-là des femmes de l'organisation à dire, en fait, nous, on s'appartient complètement à cette question-là et on intervient là-dedans. Et voilà. Mais c'est arrivé plusieurs fois que notamment des camarades de la jeune garde aussi donnent des espaces de formation, un peu cette question-là de l'autodéfense, dans d'autres espaces politiques que seulement la jeune garde. Et une autre question posée, du coup, c'était quel argument est-ce qu'on peut utiliser pour les gens un peu PS compatibles qui croient à la théorie du fer à cheval, comme quoi les extrêmes se rejoignent, vous savez, le fer à cheval qui fait comme ça, donc extrême gauche, extrême droite, qui se rejoindraient finalement et qui serait la même chose. Peut-être leur donner un livre d'histoire déjà. Ça pourrait faire pas de mal. Et puis, non, mais en vrai, je dis ça un peu avec un mépris, mais parce qu'au bout d'un moment, n'importe quelle personne qui a reçu un minimum de formation politique, qui a un minimum échangé, qui a un minimum un peu observé ce qui se passe de façon historique, etc., des dynamiques politiques, mettre au même niveau des organisations politiques ou des idéologies qui sont à l'opposé du champ politique. Parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, oui, c'est à l'opposé. Enfin, je veux dire à l'inverse que c'est lié, c'est complètement débile, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire, un peu observer ce qui se passe historiquement et un peu rappeler la base, décortiquer un peu quelles idéologies véritablement sont défendues. Lorsqu'on nous parle, par exemple, de la question de la violence, parce que je sais qu'aujourd'hui, on essaie de dresser une soi-disant extrême gauche violente en France, mais comme tu le fais toi aussi très bien, c'est en fait, ouais, mais quelle violence? Encore une fois, je veux bien qu'on soit triste pour 3 poubelles qu'on cramait dans une manifestation. Par ailleurs, moi, c'est pas mon mode d'action. Et c'est pas le mode d'action de la jeune garde. Bon. Mais il y a 3 poubelles qui crament dans une manifestation. Oui, on peut pleurer la poubelle, tout ce qu'on veut. J'avoue que j'ai un peu plus de peur lorsque je vois des gens se former à la guerre civile, mener des projets d'attentats, comme il y en a eu plusieurs sur le territoire français, voir des mosquées qui sont attaquées, brûlées, voir la maison du maire de Saint-Brévin attaquée et brûlée, voir des assassinats comme sur Martina Rambo. Ouais, ça c'est une violence réelle qui a un impact direct sur la vie des gens. Et ça, pour le coup, ça me parle. Et du coup, ouais, en fait, j'ai envie de dire, plus on fera un travail un travail de décortication et d'explication de ce qui est vraiment en train de se passer politiquement dans la société, plus cette théorie est complètement désarçonnée et voilà, et on jette à la poubelle, quoi. C'est n'importe quoi, ce truc de fer à cheval. Oui, c'est d'autant plus absurde qu'ils sont alliés, je veux dire, objectivement alliés à l'Assemblée nationale, l'extrême droite et le centre. Et on ne comprend pas pourquoi d'un coup la gauche, qui est le seul mouvement à s'opposer à ça, se retrouve dans le sac avec sans aucune raison. Et du coup, peut-être pour terminer, une question que je pose un peu à tous mes invités, c'est quand on est de gauche, on est un petit peu tendance à finir parfois un peu dans limite être dépressif parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vont pas. Est-ce que tu aurais des recos, des petits trucs, je sais pas, déjà peut-être une bonne nouvelle, un truc que tu as en tête là, qui s'est bien passé ces derniers temps, dont tu as envie de parler? Bah ouais, quand même. C'est ce que je dis à chaque fin d'intervention, encore une fois publique, mais enfin, je veux dire, oui, je comprends en fait, on fait face à des gens qui se radicalisent violemment, encore une fois, dont les macronistes, un centre qui nous traitent de du fer à cheval, etc. Et c'est totalement absurde. On est face à cette situation, on a l'impression des fois qu'on ne peut rien faire. On est face à des milices violentes dans la rue, on est face à une dérive mais politique et médiatique mais hallucinante. Mais quand même, pour regonfler un peu les pneumatiques dans la période, ne pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques mois, quoi. C'est-à-dire que tout le monde nous disait perdant, mais tout le monde, sans exception. Alors nous, sur Avignon, je vous avoue que c'était vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. Les pires comptes turbo-gauchistes avec 1000 fois 6 marteaux, machin, sur Twitter. Même eux, ils disaient en mode, bon, Raphaël Arnaud, on l'aime bien, mais là, c'est merci, au revoir, quoi.
Donc, on a réussi à gagner cette bataille-là, mais en fait, lorsqu'on observe même en détail ce truc-là, pas oublier que ces gens-là, ils ont des milliardaires avec eux. Ils ont des gens comme Vincent Bolloré, qui toute la journée leur servent la soupe, jour et nuit. On a les macronistes qui leur déroulent le tapis rouge. Ils leur provoquent une dissolution au moment où ils sont plus forts, au moment où la gauche est la plus divisée. Je veux dire, il y a tout pour que ça fonctionne pour eux. Il y a tout. On les dit gagnants. Dans les sondages, on nous dresse des sondages où, en gros, ce qu'on nous dit, c'est ça sert à rien de vous mobiliser. De toute façon, c'est déjà plié. La bataille est déjà pliée. Malgré tout ça, ils perdent. Mais c'est des merguez en face. Enfin, genre, c'est pas possible, quoi. Nous, on aurait tout ça, mais c'est bon, là. On fait la révolution internationale. Et quand même, le dernier petit truc que j'aime bien dire, c'est qu'il y a un article de presse qui est passé un peu discrètement. C'est Bernard Arnault. Donc c'est pas mon papa, hein, mais par contre c'est un homme très très riche, voilà. Comme vous savez, l'homme le plus riche de France, et ils se font la concurrence un peu avec Elon Musk pour savoir qui sera le plus riche. Hein. Bon là c'est Elon Musk qui est repassé devant parce que oui, le fascisme ça rapporte. Il a eu plus de milliards que Bernard Arnault, mais Bernard Arnault c'est l'homme donc le plus puissant de France, hein, on peut le dire comme ça, qui a mis tous les moyens pour éviter qu'un gouvernement NFP soit en place. C'est-à-dire que le mec pendant des semaines il n'a pas dormi. Il a utilisé tous les moyens à sa disposition, ses contacts de riches, il a appelé Emmanuel Macron, il a fait des pressions, il a fait des machins. Vous imaginez, le mec, on l'a empêché de dormir parce que le gouvernement est fait pour arriver au pouvoir. Voilà, je vois pas ce qui peut plus nous mobiliser que ça. L'article est sorti où ? C'était dans le Nouvel Obs. Nouvel Obs. Voilà. Je vois pas ce qui peut plus nous mobiliser que ça, ce qui peut plus nous motiver à nous lever tous les matins pour aller construire un peu cette société alternative, lorsqu'on sait qu'on a réussi à faire trembler l'homme le plus puissant de France. Et les Vincent Bolloré, les Marine Le Pen, etc. Alors oui, eux, publiquement, ils essayent toujours de provoquer de la résignation chez nous. Ils essaient de nous faire comprendre que de toute façon, quoi que vous fassiez, même si vous gagnez des élections, on va vous la mettre à l'envers à la fin. Oui, ils font tout pour faire ça. Évidemment, ils protègent leur classe. Évidemment qu'ils ont plein de moyens à disposition que nous, on n'a pas. Par contre, je peux vous assurer qu'ils ont peur en ce moment. Ils ont peur et nous a démontré, notamment Bernard Arnault, à la suite de cette élection, que pendant des semaines et des semaines, et jusqu'à l'Élysée, ils ont paniqué qu'un gouvernement NFP arrive au pouvoir. Et la politique du NFP, c'était pas révolutionnaire. Hein. C'était juste un coup d'arrêt net aux politiques libérales en cours. Un coup d'arrêt net aux politiques qu'on nous vend depuis des années. Mais ça, ils ont la peur atroce de ça. Juste qu'on dise c'est possible d'arrêter le carnage, ils ont peur de ça. Parce que tout à coup, ça redonne de l'espoir aux gens. Ça se dit, ah, c'est possible de faire autrement. Donc, il y a des alternatives possibles, etc. Et là, c'est tout leur système qui s'écroule. Si on commence avec cette dynamique, et ça, ils le savent. Et donc, on est sur cette espèce de ligne de crête où d'un côté, on pourrait tout perdre avec le pire, c'est-à-dire qu'il y ait une potentielle arrivée du fascisme à nouveau dans ce pays, ou à la fois, on pourrait à la fois tout gagner. Et on sent qu'on est dans cette période-là. Eux essaient de nous faire croire que quoi qu'il arrive, c'est mort, c'est plié d'avance. Mais nous, on a réussi à prouver lors des dernières semaines, et c'est pas si vieux que ça, qu'on est capable de déjouer tous les pronostics. Donc surtout, perdez pas espoir. Moi, c'est le message que j'ai à faire passer. Et vraiment, soyez un peu fiers, quoi. Enfin, encore une fois, on a fait trembler Bernard Arnault, on a fait trembler Marine Le Pen, on a fait trembler Emmanuel Macron, et rien que ça, moi, je vous savez que c'est ce qui fait que je suis très fier d'être à l'Assemblée nationale, et ce qui fait que j'ai autant la patate encore aujourd'hui, et c'est ce qui fait que tout le monde doit continuer à se mobiliser et être bien chaud. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure conclusion possible. Merci Raphaël Arnault, qui n'est pas le fils de Bernard Arnault. Hein. C'est une exclusivité mondiale pour ici. Mais vraiment, un énorme merci d'être venu, d'avoir accepté l'interview. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Je sais pas, sauf si tu veux rajouter quelque chose, mais je pense que c'était déjà bien complet. Hein. Mais merci beaucoup en tout cas, Mathieu. Et voilà, je l'avais dit, hein, mais la dernière fois, j'ai loupé un peu le coche. Donc je présente mes excuses une nouvelle fois. Il y a eu ce jour de programmé et puis j'ai loupé le coche. Puis merci pour ce que tu fais. Voilà, moi je suis ça aussi attentivement, notamment sur la question de la violence de l'extrême droite. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ces questions-là, qui est pourtant, enfin c'est juste hallucinant la capacité qu'ils ont à être violents. Je sais que tu fais ce travail de visibilisation aussi des violences de l'extrême droite, donc c'est des bols d'air aussi quand on voit ce genre de choses se mettre en place. Donc merci et merci à tout le monde du chat du coup, même si j'ai pas vu tous les messages. Avec plaisir. Bah écoute, trop bien. Et puis à la prochaine. Hein. Merci beaucoup. Salut. Merci à toi. Ciao.